Bonjour à vous tous. Merci à Finance Innovation pour l'organisation de cet événement ce matin, ce webinaire qui porte pour titre Monnaie numérique, une perspective économique et financière. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes en ligne et autour de la table ronde qui connaissent bien les sujets des crypto-monnaies, les sujets des monnaies numériques de banque centrale et les thématiques de la monnaie au plus largement. Qui sont remis en perspective et mis en perspective par les nouvelles technologies qu'offrent les blockchains et autres structures digitales. On remercie Finance Innovation de nous avoir permis d'organiser ce webinaire avec un certain nombre d'acteurs qui sont présents en ligne autour de nous. Et je crois que l'objet de cet échange, c'est avec bienveillance, ouverture, et on a évidemment le droit d'avoir des désaccords et des mises en perspective complémentaires, mais c'est d'échanger sur ces thèmes avec une logique, comme il a été précisé dans l'invitation, de bien commun, de liberté et de démocratie. Je vais peut-être laisser les différents acteurs se présenter. Je vais me présenter même brièvement, Yann Le Floch, donc je travaille sur les sujets de monnaie numérique depuis plus de 15 ans et j'ai travaillé au sein de BNP Paribas et comme indépendant depuis 5 ans. Je vais laisser honneur aux dames, Nathalie Janson, je te laisse te présenter à ton tour. Merci beaucoup Yann et merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc je suis Nathalie Janson, je suis professeure associée à Neoma Business School. Je me suis intéressée assez tôt aux problèmes monétaires, notamment j'ai écrit ma thèse déjà sur les problèmes monétaires et bancaires. La raison pour laquelle je me suis intéressée aussi également assez tôt aux crypto-monnaies, donc vers 2011-2012, c'est parce que lors de ma formation, en fait, je m'étais beaucoup penchée sur le développement ce qu'on appelle du free banking, c'est-à-dire du système bancaire sans banque centrale, avec notamment l'émission de monnaie privée, qui donc à l'époque étaient essentiellement des billets qui étaient émis par les banques évidemment convertibles en or. Donc c'est tout légitimement que lorsque j'ai vu émerger le Bitcoin, eh bien, ça a attiré mon attention et depuis, effectivement, je publie à la fois au niveau académique et dans la presse. J'interviens sur ces sujets de crypto-monnaie. Merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation. Merci Nathalie. Alors, comme tu parles de monnaie de banque centrale, on parle de banque centrale, on va laisser à Maxime Maury le plaisir de se présenter. Et on le remercie énormément d'être présent cette matinée. En tant que directeur en or de la Banque de France et chroniqueur au CEPS, qu'on salue aussi avec les Maxime. Merci, vous m'avez présenté, donc je n'ai plus à le faire et je suis désolé d'être en mode dégradé sur mon téléphone. Je suis en effet ancien directeur régional de la Banque de France. J'enseigne depuis une dizaine d'années. Je suis chroniqueur du Centre d'études prospectives stratégiques et je suis président d'une petite société qui s'appelle Vigieco et dont le but est d'organiser des séminaires interactifs pour comprendre l'environnement économique et financier. Et à mon grand désolement, je dois vous quitter à 9h30 pour partir à Toulouse. Merci Yann, merci à tous. Et excusez-moi du mode dégradé. Pierre, je te laisse la parole désormais. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Noiza, fondateur de Paymium, qui est un site que j'ai fondé en 2011 qui permet d'acheter et de vendre des bitcoins. Je suis ingénieur de formation et je m'intéresse donc j'ai travaillé sur les systèmes de paiement pendant une vingtaine d'années. Et donc, évidemment, en tant qu'ingénieur, j'ai utilisé de la cryptographie dans les systèmes de paiement et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à Bitcoin précocement, on va dire. Et aujourd'hui, donc, j'en parle et j'enseigne pour essayer de partager mon expérience de ces systèmes, parce que je ne parle pas que de Bitcoin, auprès d'étudiants, de journalistes et des clients de Paymium. Merci Pierre. Nicolas Dufresne, je ne sais pas si on a besoin de te présenter, mais présente-toi quand même. Aussi, certainement. Merci. Bonjour, bonjour Yann, bonjour à tous. Donc, Nicolas Dufresne, je suis le directeur de l'Institut Rousseau, qui est un think tank créé en 2020, qui s'occupe de questions de reconstruction écologique, sociale et républicaine. Et je suis à côté de cela administrateur à l'Assemblée nationale, où j'ai passé 10 ans à la commission
commission des finances et je suis depuis 2 ans à la commission du développement durable. Et je m'intéresse depuis très longtemps aux questions monétaires. Donc j'ai écrit notamment 2 livres sur ce sujet. En 2020, Une monnaie écologique avec Alain Grandjean, où on expliquait comment tourner la politique monétaire pour en faire un allié dans la transition écologique. Et là, tout récemment, donc le mois dernier, je viens de publier un nouveau livre qui s'appelle La dette au XXIe siècle, comment s'en libérer, dans lequel j'aborde les questions de dette publique et de dette privée, et dans lequel j'aborde aussi la question des monnaies numériques de banque centrale, dont je trouve qu'il y a un intérêt très fort, mais cet intérêt, on pourra peut-être y revenir, dépendra du design de ce qu'on fait de ces monnaies numériques de banque centrale. Et sinon, plus largement sur la question des cryptos, donc je m'y suis intéressé depuis plusieurs années, notamment à l'Assemblée nationale, et puis aussi plus récemment, on a fait un rapport avec l'Institut Rousseau pour le Parlement européen sur la question justement des cryptoactifs, de leur régulation, des défis posés au système financier, au système monétaire, et voilà. Donc c'est des questions qui m'intéressent beaucoup et je suis ravi de participer à la table ronde ce matin. Merci. Merci Nicolas. Stéphane Revers, peut-être tu souhaites te présenter Oui, rapidement. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis un praticien de marché. J'ai passé 25 ans en salle de marché au début des années 90 à Tokyo, puis à pas mal d'endroits, et le plus généralement dans une capacité de trading propriétaire ou de gestionnaire de fonds pour des hedge funds à Singapour, à Tokyo, tout ça. Et je ne suis pas tombé dans la crypto quand j'étais petit, c'est tardif, mais comme beaucoup de gens de la finance traditionnelle, très estampillé, institutionnel et réglementé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Et puis, de fil en aiguille, j'ai monté avec un associé Sunzu Lab. Sunzu Lab se propose de fournir des services de transparence dans la crypto, et donc en fait, on apporte un éclairage institutionnel dans un monde qui n'est pas régulé, avec un œil de marché, de praticien de marché assez profond, puisque ça fait 25 ans que je fais ça. Voilà, et puis j'espère que j'aurai l'occasion d'apporter cet éclairage-là dans les tranchées, parce que nous, on parle effectivement beaucoup à des gens qui utilisent ça toute la journée, et à des gens qui lancent des projets, etc. Voilà. Merci Stéphane. Et Nino, alors Nino, tu es philosophe et avec grand plaisir, tu vas pouvoir te présenter. J'avais pour vocation à dire qu'il fallait un référent spirituel dans cet échange, et tu es la spiritualité laïque, ce qui plaira à Nicolas, je n'en doute pas, cette table ronde. Nino, je te laisse te présenter. Oui, merci Yann. Bon, c'est bien grand mot, philosophe et spiritualité laïque. Je vais essayer de donner peut-être une perspective historique ou philosophique comme tu me l'as demandé. Merci en tout cas de m'avoir invité. Donc moi, je suis effectivement philosophe à l'Université de Lausanne et je travaille dans une perspective de généalogie critique, surtout inspirée par Foucault, pour essayer de comprendre un petit peu d'où viennent nos pensées sur la monnaie. Voilà, merci. Maxime, comme on avait convenu, donc on va rentrer, disons, dans le vif du sujet, donc sur ces sujets monétaires, crypto et CBDC et autres perspectives économiques et financières liées à ces technologies, via une première présentation de Maxime Maury, enfin une première prise de parole qui ne représente pas officiellement évidemment la Banque de France, mais qui part, il pourra commenter, mais qui part pour représenter une certaine philosophie institutionnelle et de référence d'un point de vue au moins symbolique. Voilà, je le laisse prendre la parole conformément à ce qu'on avait prévu. Alors, Maxime, on ne vous entend pas. Votre micro n'est pas activé. Voilà, tout le monde m'entend maintenant. Oui, merci beaucoup, Maxime. Oui, mon cher Yann, je disais que
La vérité, c'est que vous étiez à la recherche de Monsieur de la Rosière, n'est-ce pas? Et Monsieur de la Rosière ne se laisse pas trouver facilement. Et vous m'avez dit, dans le fond, vous pourriez très bien faire le job. Bon, alors ce matin, j'ai décroché dans ma bibliothèque ce petit livre que tout le monde connaît, je suppose, qui est le petit livre de Jacques de la Rosière, écrit en coopération avec McKinsey. Et ce livre est une référence pour moi parce que je crois que si les cryptos... Alors moi, je n'emploie jamais cette expression de crypto-monnaie, je parle de crypto-actifs. Pour moi, la monnaie, c'est autre chose. Et peut-être que je rappellerai en conclusion ce qu'est la monnaie. Si je me réfère au livre de Jacques de la Rosière, c'est parce que je crois que s'il y a cette éruption extraordinaire de l'engouement pour les crypto-actifs, c'est parce qu'il y a une défiance. Il y a une triple défiance, une défiance vis-à-vis des monnaies centrales, une défiance, et vous avez cité le livre de Nicolas à l'instant, vis-à-vis de monnaies qui portent un endettement colossal et sans cesse croissant. Et troisièmement, une défiance vis-à-vis de l'épargne, qui flotte un peu sur le net, dans les réseaux sociaux, sous diverses formes. Alors d'abord, défiance vis-à-vis de la monnaie centrale. Donnons simplement 2 chiffres. Le prix de l'immobilier a été multiplié par 2 depuis 20 ans. Dans les grandes villes françaises, il a quadruplé, quasiment triplé, quadruplé depuis 1995. Et la base monétaire mondiale a été multipliée par 7 depuis le milieu des années 2000. Et l'inflation est là. L'inflation, ce ne sont pas simplement les prix à la consommation, c'est aussi la bulle d'actifs dans laquelle nous sommes. Et ce phénomène, tout à fait nouveau finalement depuis 20 ans, car avant nous étions dans un monde beaucoup plus sage, a créé, de mon point de vue, je pense du point de vue de Jacques de la Rosière exprimé dans ce petit livre, une certaine défiance vis-à-vis des monnaies centrales. Deuxièmement, et nous avons là un spécialiste en la personne de Nicolas, donc je ne vais pas développer le sujet, mais la dette mondiale qui est portée par les monnaies centrales est sans cesse croissante. Juste un chiffre, lorsque la crise de 2008 s'est déclenchée, c'était déjà une crise de l'endettement échevelé dans les années 2005-2006. La dette mondiale représentait plus de 2 années de PIB. Aujourd'hui, elle en représente 4. C'est Laurence Cialhomme, professeur à Paris 10 Nanterre, qui dit « Pour $1 de croissance, nous créons $1,5 d'endettement ». Donc, défiance. Et troisièmement, John Maynard Keynes, qui est toujours la référence des économistes, qui d'ailleurs lui font dire des choses qu'il n'a jamais dites, parlait de l'euthanasie des rentiers, parmi les solutions possibles. Alors, l'euthanasie des rentiers, c'est l'euthanasie des épargnants. Nous sommes tous des épargnants et évidemment, nous n'avons aucune envie d'être euthanasiés. Alors, je dis ça parce que, et vous l'avez évoqué dans votre présentation, Yann, le projet électronique, le projet de monnaie électronique de banque centrale, finalement monnaie fiduciaire électronique, suscite sur les réseaux sociaux, et je parle de réseaux sociaux professionnels, des réactions de réticence. Et notamment, vous avez une rumeur qui circule, je n'en suis pas le porte-parole, certainement pas, mais l'idée que cette monnaie électronique scellerait la mort du billet de banque, c'est-à-dire qu'à une date qui n'est pas encore précisée, chacun serait invité à ramener ses billets de banque contre cette monnaie électronique, et ainsi l'épargnant n'aurait plus de possibilité d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus la possibilité de retirer ses capitaux en cas d'euthanasie, pour employer l'expression de Keynes. Bon. Et ce ne sont pas des allusions que je fais là. Souvenez-vous, le FMI dirigé par Christine Lagarde et dont le chef économiste était Olivier Blanchard
proposer une surtaxe sur l'épargne de 10%. On a régulièrement la rumeur qui circule d'un emprunt forcé qui pourrait venir écrêter une épargne qui, il est vrai, atteint des niveaux sans précédent, particulièrement en France. Donc voilà quelques remarques introductives, et j'espère ne pas avoir été trop long, pour montrer pourquoi cet engouement très fort pour les cryptoactifs se situe dans un contexte qui est un contexte très marqué. Alors, je voudrais peut-être rappeler les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. En ce sens, je prendrai ma casquette d'ancien banquier central et je voudrais rappeler pourquoi le terme de crypto-monnaie est impropre. Bon. Vous connaissez tous Pascal Salin qui a théorisé il y a déjà bien longtemps l'idée que la monnaie est un bien comme les autres et que le consommateur est libre, doit être libre de choisir sa monnaie. Bon, c'est la théorie libérale à l'état pur. Simplement, quand on creuse un peu le sujet, il n'est de monnaie que de services publics, mais surtout, la monnaie porte une externalité positive qui est le coût de l'information. C'est-à-dire que si ce soir, je dois faire un paiement vis-à-vis de vous, si je vous paye en euros ou en dollars, vous êtes tous des experts de l'euro et du dollar. Vous savez très bien ce que ça vaut, vous avez votre opinion, vous suivez les banques centrales. Si je vous fais un paiement dans un crypto-actif, et même le Bitcoin, vous allez hésiter un petit peu et vous allez vous documenter. Et là, c'est un coût. C'est un coût de l'information, c'est un coût d'expertise. Voilà donc pourquoi, à mon sens, il est abusif de parler de crypto-monnaie. Et je préférerais qu'on emploie l'expression crypto-actif, mais vous pouvez évidemment dire absolument ce que vous voulez. C'était simplement un petit effet de pédagogie. Alors, je crois qu'il y a 4 lignes rouges, et finalement, je n'aurais pas été trop long. Il y a 4 lignes rouges. Je voudrais terminer par là. Yann, ça vous va? Très bien, ouais. On est dans les temps. Bon, alors surtout pour moi, parce que j'ai un train à prendre à 9h30. N'est pas banquier qui veut. N'est pas banquier qui veut. Je pense que si la monnaie Facebook a échoué, c'est parce que Facebook s'était mis dans l'idée qu'il pourrait faire des choses que finalement il n'a pas pu faire. Bon, alors c'est pas à vous que je vais rappeler que pour être banquier, il faut un agrément. Deuxièmement, le blanchiment est un délit. Il peut mettre un crime dans certaines conditions. Et donc, là encore, il y a une ligne rouge. La valeur des cryptos est improbable. Alors, petite anecdote amusante, il paraît que le fils de Madame Lagarde a joué une partie importante de sa fortune sur le Bitcoin, et sa maman lui avait dit non, ne fais pas ça, et puis finalement, il a perdu une grande partie de son capital. La valeur est improbable, alors que la valeur de la monnaie n'est pas improbable. Et enfin, et sous votre contrôle, car vous êtes tous beaucoup plus savants que moi sur ces sujets, ce qui est à prendre dans les cryptoactifs, c'est la blockchain. D'ailleurs, la Banque centrale l'a récupérée, vous le savez, pour certains types de virements. Mais j'entends dire que la blockchain, c'est bien quand on est 10, 20, 30, 40, 50 millions, peut-être même 100 millions, mais quand on passe en milliards d'acteurs, là, il y a des risques, des aléas, qui évidemment limiteraient dans ce cas le développement des cryptoactifs. Voilà quelques remarques introductives que j'ai fait un peu à l'improviste en pensant à l'esprit de M. de la Rosière ou de celui de Jean-Claude Trichet, puisqu'en fait vous étiez à la recherche des deux. Voilà, je suis tout prêt évidemment à non seulement répondre à vos questions, mais surtout à écouter vos réactions. Ce sont vos réactions. Oui, alors je pense que tout le monde a des réactions potentiellement ici. Moi, j'aurais, si vous m'autorisez, peut-être la politesse de demander à Pierre Noisa, qui est depuis longtemps sur ces sujets d'actifs crypto, de monnaie crypto, peut-être de s'exprimer s'il le souhaite, ou à Stéphane, ou Nathalie, des gens qui ont défendu à ces actifs historiquement,
peut-être des mises en perspective. Ce que je trouve très intéressant, Maxime, c'est déjà, vous exprimez un point de vue institutionnel, vous permettez le débat et je vais laisser les personnes qui souhaitent s'exprimer. Peut-être pas toi, Nicolas, parce que je pense que tu as aussi un bâton de maréchal de bonne nature. Ah, Pierre Noisa a perdu sa connexion. Alors, bon, bah, écoute, Nathalie ou Stéphane, je vous laisse. Nathalie, vas-y, peut-être. Ok, oui, donc oui, en effet, donc merci beaucoup pour avoir fait un point important sur le statut de ces crypto. Alors moi, je me permettrai de les appeler les crypto-monnaies. Je sais qu'effectivement, c'est assez français d'ailleurs comme positionnement, mais on est toujours très originaux, donc profitons-en, puisqu'en fait, c'est surtout en France, on se fait un point d'honneur à faire la différence. Alors évidemment, moi, j'ai été élevée dans l'école de Pascal Salin et la théorie autrichienne de la monnaie, donc j'ai un point de vue plus pragmatique de ce que peut être la monnaie. Et la raison pour laquelle j'ai été attirée par le Bitcoin, c'est en effet parce que c'est il y a eu beaucoup de tentatives historiquement, surtout aux États-Unis. On a un mouvement assez fort contre la monnaie banque centrale dans ce qu'elle peut être de mal gérée. C'est-à-dire qu'on a eu des courants récurrents, le monétarisme en premier lieu aussi, de Friedman était à la recherche d'une règle qui permettrait de s'assurer que la banque centrale ne dévoie pas en fait sa mission. Et par conséquent, il avait émis cette idée que pour être certain que la Banque centrale agisse dans l'intérêt général, c'est-à-dire de la stabilité monétaire, il fallait absolument qu'il y ait une garantie que ce pouvoir d'achat allait être préservé. Et il avait donc émis l'idée, puisqu'en fait, depuis effectivement le développement des politiques macroéconomiques de relance, la critique, c'était qu'elle se faisait au détriment de la stabilité monétaire. Donc en fait, Friedman, il était en quête d'une façon de garantir et d'éviter que les gouvernements, en fait, n'utilisent la monnaie à des fins politiques. Et c'est pour ça qu'il avait exprimé l'idée qu'une règle d'or inscrite dans la constitution de la Banque centrale était un moyen de préserver la Banque centrale des influences politiques. Voilà. Donc ça, c'est pour poser le débat. Donc effectivement, à partir de là, aux États-Unis, on a eu plein de courants qui ont demandé le rétablissement, le retour à l'or. Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de projets pour essayer d'avoir une monnaie qui était beaucoup plus proche d'un actif, en tout cas basé sur quelque chose de plus dont le pouvoir d'achat était plus assuré. Et donc, Friedman lui-même, je pense, vers la fin de sa vie, effectivement, s'est rendu compte que même une règle d'or inscrite dans une constitution de banque centrale n'était pas forcément un moyen parfait, en tout cas le meilleur moyen d'assurer l'indépendance entre la banque centrale et les pouvoirs publics, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'avec les politiques de quantitative easing, malgré l'indépendance des banques centrales, on a bien une influence de la sphère politique. Eh bien, il avait donc lui-même à la fin de sa vie, il s'était rendu compte de cette difficulté. Il avait donc parlé d'une possible porte en tout cas d'un espoir généré par l'informatique, avec l'idée que cette règle pourrait être fixée par des programmes informatiques. Donc on voit bien qu'il y a cette idée effectivement d'avoir une monnaie qui préserve le pouvoir d'achat, et je dirais qu'en fait le groupe Satoshi Nakamoto n'a fait que réaliser en fait le rêve friedmanien, c'est-à-dire d'avoir une monnaie dont la croissance est prévisible, puisque c'est ça, le Bitcoin, c'est une façon de produire la monnaie, non seulement avec un stock fini, mais avec une règle de production pour aller jusqu'à ce montant de 21 millions qui devrait être atteint encore d'ici presque un siècle, puisque c'est 2140. Donc là, en fait, pour reposer le débat, c'était ça la contre-proposition Bitcoin à l'époque où elle a émergé. Et ce n'est pas non plus un hasard qu'elle soit née
en 2009, puisque c'était suite, alors c'était sans doute déjà dans les cartons avant, hein, mais le timing en fait est surtout justifié par cette crise de 2008 avec ces accusations qu'en fait personne ne contrôle les banques, que la création monétaire est débridée, que trop de crédits sont alloués et que donc il faut retourner sur des bases plus saines. Donc voilà, donc en fait je pense que la bande de Satoshi Nakamoto ne faisait qu'essayer de voir comment on pouvait trouver par les programmes informatiques un moyen effectivement de ne plus avoir cette course effrénée derrière la création de crédits et en tout cas des dettes qu'on n'arriverait pas à stopper. Et effectivement, la raison pour laquelle j'ai moins de difficultés à utiliser le mot de crypto-monnaie, c'est parce qu'effectivement, une monnaie, c'est essentiellement fait pour faire des paiements. Alors évidemment, elle n'est pas, c'est un moyen généralisé de régler les transactions. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'on règle toutes ces transactions en Bitcoin, bien évidemment. Mais le fait même qu'effectivement, certains l'aient accepté en échange et qu'en fait, elle ait commencé à avoir un prix positif, puisqu'en fait, c'est ce qu'elle ajoute par rapport à tous les projets précédents, c'est qu'en fait, elle permet de régler, en tout cas de transférer, de réaliser des transactions. Et donc ça lui donne en effet le fait qu'elle soit acceptée un statut de moyen de paiement, même s'il est limité, puisqu'après on peut avoir différents niveaux, hein, puisque on a des moyens de paiement qui sont plus ou moins acceptés selon leur sphère d'acceptabilité. Alors effectivement, le dollar c'est celui qui a la sphère d'acceptabilité la plus élevée, mais l'euro est aussi accepté en dehors de ses frontières, mais moins que le dollar. Donc on voit bien que le moyen de paiement, il est généralisé, c'est un concept relatif par rapport à ça. Et donc voilà. Donc la révolution, je pense, Bitcoin, elle est vraiment là-dedans, dans son contre-projet. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Je vais laisser peut-être Maxime répondre avant qu'il ne parte prendre son train. Il faut que vous réactiviez, Maxime, votre micro, parce qu'il y avait un peu de bruit qui était lié à un clavier ou je ne sais quoi, si vous souhaitez. Et ce qui est très intéressant, ce que je me permets de dire, Pierre va probablement se reconnecter. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a deux points de vue différents, deux points de vue qui sont, pas antinomiques, qui sont profondément complémentaires d'un point de vue intellectuel, si on essaye de prendre un prisme de recul. Et peut-être, Maxime, je voulais vous donner le droit de réponse, si je puis dire, parce que oui, voilà, d'abord, je suis confus et déchiré de devoir vous quitter pour une raison impérieuse. J'ai trouvé la présentation de Nathalie astucieuse. Je l'ai trouvée astucieuse. Non, mais je suis sincère et pas flatteur, parce que vous reliez à bon escient le Bitcoin avec la notion de règle posée par Friedman. Effectivement, Friedman était, avec le monétarisme, un homme de règles strictes. Et de mon point de vue, ce n'est pas à Nathalie que je vais répondre, mais plutôt aux banques centrales. La critique que j'aurais, mais vraiment amicalement aux banques centrales, c'est que, en fait, on ne peut pas se contenter d'une seule règle. Il faut un ensemble. Ainsi, par exemple, moi, je suis stupéfait depuis 20 ans d'observer que on mesure l'inflation simplement par les prix à la consommation. Bien sûr, il faut suivre de toutes les manières possibles les prix à la consommation, mais le prix des actifs, c'est essentiel. Quand Jacques de la Rosière vous dit que le prix de l'immobilier a doublé, quand Marc Touati vous dit qu'il a quadruplé par rapport à 1995, quand l'inspecteur des finances, Hippolyte Dalby, d'ailleurs totalement confirmé par l'INSEE, vous dit que lorsque ma génération pouvait acheter 100 mètres carrés, la génération des plus jeunes ne peut plus acheter que 63 mètres carrés. Si ce n'est pas l'inflation, c'est quoi? Vous voyez, donc, la critique que je ferai aux banques centrales, c'est que, et ce que j'apprécie dans l'intervention de Nathalie, c'est qu'elle se réfère à des règles qui sont assez strictes. D'ailleurs, le minage du Bitcoin, c'est une règle stricte. Et que, dans le fond, les banques centrales se sont un peu, sans le dire évidemment, affranchies des règles. Voilà ma réaction. Donc, ma réaction est une réaction de critique vis-à-vis des banques centrales, plus que de critique vis-à-vis de ce qu'a dit Nathalie. Bon, donc on est ravis que vous soyez d'accord. J'en suis très honoré. Stéphane ou Nicolas, est-ce que vous voulez
réagir, ou alors on passe, disons, suite à cette mise en perspective, sur des sujets, je dirais, autres. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'il y a un outil proto-monétaire qui est à la fois actif financier, qui est à la fois, comment dire, moyen de paiement, qui est unité de réserve, qui est pour certains unité de compte aussi, même si ça peut paraître surprenant, notamment dans le trading. Donc, qui apparaît. On a des banques centrales qui se sont, comme vous l'avez mis en avant, Maxime, permis un certain nombre de libertés qui ont peut-être, comment dire, un peu, comment dire, mis en perspective différemment la confiance en les monnaies fiat et en les monnaies de banque centrale. Il y a deux rapports qui s'expriment quelque part. C'est qui a le droit d'émettre monnaie, la technologie, un collectif de technologistes. Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est l'historique de la Banque centrale? Je vais peut-être me poser la question à Nino de mettre un peu de prendre un peu de recul suite à ce premier, comment dire, cette première mise en perspective entre un acteur historiquement de Banque centrale et Nathalie qui est plus acteur de la crypto. Nino, je ne sais pas si tu souhaites réagir. Bon, alors, merci pour ta question. Là, je suis un peu embêté de répondre comme ça à chaud sur cette question. Mais il y a déjà, disons, une première réflexion qui me vient. Alors, ayant fait un peu mes devoirs et m'étant intéressé ces dernières semaines à cette question du Bitcoin, dont je ne connaissais presque rien, j'ai donc lu plusieurs livres sur cette question. Et il y a toujours une chose qui vient en premier, c'est cette idée que le Bitcoin nous offre une plus grande liberté, non? Qu'on arriverait avec cette chose voilà, à s'échapper justement de ce que les banques centrales nous imposent, tout ça. Alors, presque quelque chose d'un peu anarchiste finalement dans le Bitcoin. Et maintenant, on vient d'entendre que finalement, c'est un retour à des règles plus strictes, comme Madame Janson l'a dit. Et alors, maintenant, j'ai un problème par rapport à ça, parce que ça remet un peu en question le discours traditionnel que j'ai pu entendre sur les bitcoins. Alors, pour l'instant, je peux dire que ça. Probablement quelqu'un veut répondre par rapport à ça. Bah, moi, je vais peut-être laisser Pierre qui avait dû se déconnecter et qui devait répondre à Maxime Maury. On remercie Maxime Maury qui s'est déconnecté pour d'avoir pris parole dans cet échange. Nicolas, tu vas bientôt prendre la parole. On te remet le bâton de maréchal digital pour les institutions. Nino, merci beaucoup pour ta perspective. Tu as parfaitement raison dans ce que tu mets en avant. Le Bitcoin, la liberté, et pourtant, c'est pas si compliqué et si simple que ça. Pierre, est-ce que tu souhaites répondre à la thématique et peut-être aussi à monsieur Maxime Maury? Malheureusement, tu étais déconnecté à ce moment-là. Ouais. Oui, merci Yann. Effectivement, c'est une très bonne question de la part de Nino sur la liberté. Effectivement, Bitcoin, ça n'est pas une recette miracle pour les libertariens. C'est-à-dire, dans Bitcoin, on trouve toutes sortes de tendances. Moi-même, je suis tout sauf un libertarien. Il y a toutes sortes de tendances politiques. Par contre, ce que Bitcoin a permis de faire en 2008, par cette invention, c'est mettre fin à ce que j'appellerais un monopole naturel, qui est celui de la monnaie numérique, qui auparavant nécessitait effectivement des moyens effectivement que ne pouvait pas avoir un groupe de gens, une communauté. Or aujourd'hui, grâce à l'invention de Bitcoin et donc les crypto-monnaies qui sont développées après, on s'aperçoit que la technologie, qui est donc un logiciel libre, c'est ça le plus important en fait dans Bitcoin, c'est que c'est le logiciel qui est libre, eh bien on peut créer des alternatives à cette monnaie unique qui est l'euro aujourd'hui. Donc, effectivement, on sort d'un régime, je dirais, à tendance totalitaire où il n'y a qu'une seule voix qui peut parler à d'autres, sachant que pour moi et pour beaucoup, la monnaie est un moyen d'expression comme un autre. Il faut savoir qu'une transaction, c'est jamais qu'un message signé qu'on envoie sur un réseau. Donc, effectivement, il peut être sujet à la censure, exactement comme n'importe quel autre message. Donc, il ne s'agit pas d'être libertarien, il s'agit juste d'introduire du pluralisme, que j'appelle moi le pluralisme monétaire,
qui me semble un préalable au pluralisme politique, puis décidait, et qui décide encore aujourd'hui malheureusement, de quel parti politique est financé et quel programme est financé, hein, puisque les partis qu'elles on t'entend relativement mal, je sais pas pour les autres acteurs. Elles choisissent effectivement les programmes politiques qu'elles veulent financer. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, sachant que le pluralisme politique, c'est un ingrédient de la démocratie, c'est pas le seul, mais ça paraît quand même assez basique. Donc je pense pas qu'on soit libertarien ou extrémiste quand on propose juste que... Alors, je vais être taquin, mais on remercie peut-être la DGSI d'être tout à fait polie dans sa liberté d'expression ou des officines tierces, privées ou publiques. Bon, Pierre reprendra, c'est peut-être un hasard aussi, hein, mais les hasards arrivent souvent à bonne heure. Alors Nicolas, voilà, jamais je n'aurais pensé ça, je sais que tu aimes la liberté d'expression, mais Pierre, merci en tout cas, et tu vas te reconnecter. Bon, je suis un peu assis dans cette... Ah bah voilà, il revient. Pierre, ta connexion Internet est toujours aussi instable? Oui. Oui, moi, je voulais répondre juste sur l'aspect liberté. Donc, c'est pas la caricature qui est faite de Bitcoin en disant que c'est quelque chose de libertarien qui serait réservé aux libertariens. Évidemment, un peu un raccourci qui est entretenu par les détracteurs de Bitcoin. Je pense juste que c'est un moyen de rompre encore une fois, avec une forme de totalitarisme qui est d'imposer l'usage d'une monnaie unique alors que la technologie permet de faire autrement. Mais pour moi, de toute façon, le sujet, c'est pas la monnaie, c'est d'abord les réseaux de paiement. La monnaie, effectivement, c'est une monnaie en devenir, je dirais Bitcoin. Par contre, c'est un réseau de paiement alternatif, libre, donc comparable dans cela à Internet, et qui est en concurrence avec des réseaux de paiement traditionnels bancaires. On n'a pas besoin d'utiliser Bitcoin comme monnaie pour l'utiliser comme réseau de paiement. C'est-à-dire qu'on peut très bien accepter des Bitcoins et les convertir tout de suite dans une autre monnaie, comme un paiement en devise. Et à ce moment-là, on a utilisé Bitcoin non pas comme une monnaie, mais comme un réseau de paiement. Pourquoi? Parce que les bitcoins qui circulent sur le réseau Bitcoin, c'est un droit d'usage du réseau, mais rien n'empêche de les convertir en entrée et en sortie de la transaction si on ne veut pas les garder comme monnaie. Donc, on crée une demande pour ces droits d'usage que sont les bitcoins sur le réseau Bitcoin. C'est pour ça qu'ils ont une valeur. Je rappelle que le marché des paiements, c'est les services de paiement dans le monde, c'est 2000 milliards par an. C'est-à-dire que c'est la plus grosse industrie des services. Pour donner un ordre de comparaison, l'hôtellerie, c'est 300 milliards par an, hein, à l'échelle du monde. Donc, vous avez un secteur qui est le secteur des paiements qui capte 2000 milliards sur les autres acteurs économiques, sur les entreprises, les particuliers. Et effectivement, ça dérange beaucoup de monde qu'il y ait un nouveau réseau de paiement libre et, je dirais, quasi gratuit. Pour vous donner un autre chiffre, les mineurs Bitcoin, c'est-à-dire les validateurs qui payent, je dirais, les factures pour le réseau Bitcoin, c'est 200 millions par an, à peu près. Donc, vous voyez un rapport de 1 à 50 entre le coût des réseaux bancaires et le coût du réseau Bitcoin. Alors, on peut me rétorquer que Bitcoin ne traite pas encore autant de transactions. Le réseau Lightning. Pardon, Pierre, on ne t'entend plus. Permet de traiter potentiellement des milliers. Bon, Pierre a une connexion Internet instable. Désolé pour ma petite remarque, c'est-à-dire la frustration de ne pas pouvoir écouter tout à l'heure la suite de Pierre, mais c'est des choses qui existent et qui arrivent. Voilà. Stéphane, alors on a vu Pierre qui nous met en avant. Ah, il revient. On a vu en fait, ce qui est intéressant, c'est que Maxime met en avant, Maury, les éléments institutionnels, et je crois qu'on peut retenir un point important qu'a mis en avant Maxime, c'est-à-dire n'est pas banquier qui veut, c'est-à-dire n'aimez pas monnaie qui veut. Les technologies Bitcoin ont mis en avant le fait que un certain nombre d'acteurs pouvaient émettre, en tout cas ad minima, des actifs proto-monétaires. Nathalie Janson nous a mis en perspective quelque part le substrat théorique, économique de ces éléments, d'une dualité autour du Bitcoin. Stéphane, toi, en tant que praticien, là, on a parlé de manière un peu théorique. Qu'est-ce que tu auras envie d'exprimer sur quelque part ces deux dualités qui s'expriment, c'est-à-dire la dualité des banques centrales et des monnaies fiat, plus vraiment adossée à l'or,
la dualité du Bitcoin et les intérêts pratiques donc, comme système de paiement que mettait en avant Pierre, et toi, ton expérience de Bitcoin comme actif, je dirais, numérique, actif financier, avec l'ensemble de ton expérience extrêmement riche dans les marchés financiers, où tu as vu différents types d'actifs, différents types de monnaies aussi. Tu as un historique, une expérience forte dans les marchés financiers, donc au cœur du réacteur, dirons, de la finance des dernières décennies. Qu'est-ce que tu aurais envie d'exprimer de ce point de vue-là, tant en tant que praticien et aussi en tant que citoyen peut-être? Alors, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je ferai une première remarque sur ce qui a été dit sur l'inflation, le Bitcoin et les banques centrales. Il y a quand même on vit quand même dans un monde où l'offre et la demande se rencontrent. C'est-à-dire que s'il y a autant de crédit, c'est parce qu'il y a une demande. C'est-à-dire que la régulation permet aux institutions financières de créer du crédit, puisqu'une banque commerciale est la seule entité économique qui a le droit de créer du crédit, et c'est la demande du citoyen. Le citoyen veut s'endetter. Le citoyen veut s'endetter parce qu'il a besoin d'un hôpital, parce qu'il a besoin d'acheter une voiture, ou tout simplement parce qu'il veut un toit. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les gens qui poussent le Bitcoin comme étant une solution à l'inflation oublient que l'inflation monétaire, c'est aussi l'accessibilité au crédit. Dans un monde où il n'y aurait pas d'inflation monétaire, le crédit serait quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. L'une des promesses des Bitcoins, et je vais orienter mon débat sur les promesses du Bitcoin qui en fait sont pour la plupart pas tenues, celle-là est erronée. Les gens ont dit que le Bitcoin c'est une protection contre l'inflation, c'est une grave erreur. D'abord, ce raisonnement n'a pas de sens pour plein de raisons, et ensuite l'idée d'avoir un monde qui serait gouverné par une inflation monétaire totalement contrôlée, c'est pas le monde dans lequel on vit. On ne peut pas vivre dans ce monde-là tant que les citoyens n'ont pas arrêté de se gorger de dettes. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'arrivera jamais. Il y a plein d'études, il y a une notion de répression financière sur l'inflation qui est assez documentée. Alors, je suis pas économiste, mais j'ai lu quelques trucs là-dessus. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un monde sans inflation tel que les défendeurs du Bitcoin le poussent ne verra jamais le jour. Ça, c'est une chose. Pas tous. Alors ensuite, je vais aborder le truc sur la notion des promesses du Bitcoin. Moi, je me suis intéressé au Bitcoin en sortant des marchés financiers, parce que maintenant je ne suis plus sur les marchés financiers, parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça promet. La plupart des promesses du Bitcoin ne sont pas tenues. La capacité financière à transacter rapidement n'est pas tenue. La liberté est moyennement tenue, mais c'est un vaste débat, on pourrait y revenir. Le fait que ça coûte moins cher, c'est pas vrai. Le fait que la désintermédiation, les gens dans la finance, les conférences Bitcoin, moi j'entends beaucoup parler de désintermédiation et de décentralisation, et les gens confondent les deux. Ils parlent de décentralisation quand en fait ils veulent dire désintermédiation, c'est-à-dire plus de banques, plus d'agences immobilières, etc. Là encore, il y a une confusion assez forte, et ce n'est pas non plus, personne ne se pose la question de savoir pourquoi on a des intermédiaires et pourquoi et à quoi ça sert. Donc là aussi, c'est pas forcément tenu. Alors on peut rentrer dans les détails, mais on n'a pas vraiment le temps. Ce qui se passe aujourd'hui dans les conférences auxquelles je vais, moi, auxquelles j'assiste, c'est que le message qui sort, c'est le Bitcoin, c'est la liberté parce que c'est algorithmique. Voilà. Et donc il y a cette idée qui est très très forte, qui consiste à dire on est tous sauvés parce qu'il n'y a pas d'humain derrière l'écran, et donc on enlève tous les biais cognitifs, on enlève tous les biais sociétaux, et on rend la chose automatique, et à partir du moment où elle est automatique, elle est moins chère, plus efficace, et tout va bien. C'est archi faux, ça marche pas du tout comme ça, mais cette idée-là préside à une effervescence technologique, mais cette effervescence technologique, elle a du mal à se transmettre dans le monde traditionnel, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la régulation, et quand on touche à l'argent, notamment à l'argent de Madame Michu, parce que c'est ça dont on parle, le régulateur il dit attendez, je vais pas vous laisser prendre l'argent de Madame Michu sans avoir proposé une certaine protection à Madame Michu. Okay. Donc toutes les promesses de Bitcoin 15 ans plus tard, parce qu'on parle de 2008, il y en a beaucoup qui se heurtent à une réalité qui est difficile à accommoder dans un monde qui est un monde piloté d'abord par la technologie, mais piloté par les techniciens. L'autre problème l'autre circonstance dans laquelle évolue le monde du Bitcoin, et c'est très flagrant quand on va dans les conférences encore, c'est que ce sont des geeks qui poussent ces produits. C'est une technologie extrêmement intéressante. Moi, je la trouve fascinante, faut que ce soit dit, mais c'est une technologie qui a du mal à s'appliquer. Alors, quand on parle d'adoption, maintenant, toute la promesse des Bitcoins, toutes les promesses qui ont été faites sur Bitcoin devaient nous amener à une adoption généralisée. Et là, il y a deux choses que poursuivent les défenseurs du Bitcoin. Et alors, Pierre, on se connaît pas, mais je l'ai entendu dire ça. Le paiement
et l'investissement. C'est-à-dire que ce que voudraient les gens qui défendent la technologie, et je ne suis pas contre la technologie, mais elle est quand même très immature. Je ne défends pas la technologie, je défends le pluralisme monétaire. C'est pas ok, mais le problème du pluralisme monétaire, c'est qu'il crée la valeur de la monnaie, c'est l'effet réseau. C'est-à-dire quand tout le monde a la même monnaie, c'est comme quand on est tous sur Facebook, c'est comme quand on est tous sur Gmail. Il y a une valeur qui est créée par l'effet réseau qui est totalement perdue si jamais on sort de ce système. Si vous mettez une deuxième, et c'est le cas avec le Bitcoin ou n'importe quelle monnaie, à partir du moment où vous avez deux monnaies. Dans les réseaux sociaux, il y a une pluralité des réseaux, il me semble. Bien sûr, mais je prends l'écosystème Apple. Quand vous êtes chez Apple, quand vous êtes chez Google, vous êtes intégralement les cartes, la messagerie, l'agenda, le compte bancaire. La vie est facile. Évidemment, Google ou Apple ont une vision sur votre vie et disons surtout votre vie privée, etc. N'empêche que c'est facile. C'est ça qui se passe. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Non, pardon, non, mais je finis juste. Et donc c'est ça le problème de proposer une alternative à la monnaie. Et entendons-nous bien, la seule, enfin, je m'embrouille un peu, mais la vraie, et je suis d'accord avec toi, Pierre, là-dessus, la vraie valeur ajoutée du Bitcoin, c'est qu'il questionne la monnaie établie. Il questionne la souveraineté de la monnaie. Et l'une des choses qui est importante, c'est la résistance à la censure. Voilà, on vit dans un monde dans lequel on voit des régimes autoritaires ou totalitaristes qui prennent de la puissance, etc. Et la résistance citoyenne à ça, c'est de dire je veux pas que le gouvernement, un État quelconque, une puissance quelconque puisse mettre la main sur ma capacité financière, ma liberté financière. Effectivement, le Bitcoin livre quelques belles idées là-dessus et questionne beaucoup là-dessus, et ça c'est sain. Après, sur beaucoup d'autres choses, on essaie de nous présenter ça comme une monnaie et un système de paiement, c'est quand même très inefficace, et comme un outil d'investissement, et c'est quand même aussi très inefficace en outil d'investissement, notamment parce que c'est très volatile, mais c'est même pas l'enjeu. Il y a des risques de malade, si vous me pardonnez l'expression, sous le capot, et ces risques sont totalement passés sous silence. Et Madame Michu, aujourd'hui, elle n'a pas le droit d'y aller parce qu'elle se ferait mal si elle y allait. Okay, il y a beaucoup d'enjeux de régulation qui sont simplement de la protéger potentiellement contre elle-même. Voilà, donc je te redonne la parole, Yann, pour arbitrer tout ça, mais voilà, en pratique, c'est vraiment une idée de la technologie qui va nous sauver. Et c'est pas tout à fait vrai. Je découvre ton point de vue sur les cryptoactifs, où tu es actif d'ailleurs professionnellement. Donc c'est assez intéressant de voir que tu as un point de vue très critique, et là je me sens vraiment obligé de parler, de transférer la parole à Pierre ou à Nathalie, mais à Pierre en particulier, parce que je sentais qu'il voulait réagir. Je crois que ce que tu as dit, Stéphane, à certains égards est vrai. Tu as commencé par parler du besoin de crédit, mais qui crédit, à qui? Tu vois, beaucoup de start-upers qui n'ont pas accès au crédit. On sait que c'est pas si simple. D'autres financiers qui font des leverages peuvent avoir accès, bon, c'est moins en ce moment, mais facilement au crédit. Ensuite, tu as mis en avant ces éléments sur le fait qu'un certain nombre de promesses du Bitcoin n'étaient pas, comment dire, réalisé. Et je crois que le point clé qui ressort et qui remettait en avant, c'est cette notion de liberté, de diversité des écosystèmes monétaires et philosophiques afférents et politiques. Peut-être que Nino nous en parlera. Toi, Stéphane, tu considères qu'une uniformité, un certain, je utilisais ce terme avec beaucoup de précaution, mais eugénisme qui permet de fluidifier au maximum les échanges et d'un point de vue monétaire et une uniformité, c'est l'idéal. Pierre peut-être répond un peu à ces critiques du Bitcoin. Oui, alors c'est facile hein, parce que c'est vraiment le Bitcoin 101. Déjà, la différence entre une solution propriétaire et une solution libre, évidemment que la solution propriétaire sera toujours plus pratique que la solution logicielle libre. Je pense à Linux par rapport à Windows. Bon, c'est sûr que c'est plus pratique Windows, hein, sauf que vos données sont capturées par Microsoft et que vous n'avez aucune liberté qui s'installe sur votre machine et que ça vous coûte à la fin beaucoup plus cher. Donc Bitcoin, c'est le même principe. C'est un logiciel libre qui a beaucoup de similitudes avec Linux. Linux ne fait aucune promesse. Bitcoin ne fait aucune promesse pour la bonne raison qu'il n'y a pas de société derrière. Il y a peut-être des sociétés qui peuvent faire des promesses à titre qui ne les engagent que elles, mais Bitcoin en tant que technologie ne fait aucune promesse. C'est juste une liberté supplémentaire. Et quand j'entends que Bitcoin enlèverait quelque chose, Bitcoin ne va pas faire disparaître l'euro et le crédit, bien entendu. C'est pour ça que c'est pas la solution à l'inflation, puisque le crédit va continuer à être utilisé et qu'on va continuer d'utiliser la monnaie étatique pour payer les impôts et les salaires. Donc c'est pas une solution miracle à l'inflation, c'est juste une liberté supplémentaire et c'est ça qui fait sa valeur.
dans un monde qui devient de plus en plus numérique, et donc effectivement où le problème de la souveraineté individuelle et de la souveraineté des États est questionné. Aujourd'hui, effectivement, les GAFAM sont plus puissants que les États, et l'individu court le risque d'être un peu broyé par ces forces tectoniques du numérique. La surveillance de masse ne coûte plus rien en numérique. D'une manière générale, produire de l'information numérique, il n'y a pas de coût de production. La monnaie numérique, il n'y a pas de coût de production. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une contrepartie énergétique à la production de la monnaie. Pour qu'elle continue à être la contrepartie d'un travail, c'est-à-dire d'une énergie, il faut qu'il y ait une contrepartie énergétique à la création monétaire. Donc, dans le cas de l'euro, c'est une dette, donc c'est la promesse de rembourser, c'est le travail de l'emprunteur qui est monétisé. Et dans le cas de Bitcoin, c'est les mineurs, donc ceux qui émettent la monnaie, qui payent ça à travers des factures d'électricité. Électricité que je signale au passage, n'aime pas une électricité celle qui permet d'éclairer ces bureaux, mais bien une électricité de surplus, parce que l'électricité au prix du marché est trop chère pour être rentable pour miner du Bitcoin. Donc, je pourrais en parler, c'est un autre sujet, mais l'impact en plus énergétique de Bitcoin est extrêmement positif pour le développement des sources d'énergie et le traitement du méthane. Donc, il y a des impacts environnementaux positifs au minage Bitcoin également. Mais tout ça, on est sur des contresens permanents, si vous voulez, qui sont liés à une ignorance, parce que le sujet est complexe. Le sujet de l'énergie, auquel je m'intéresse depuis une dizaine d'années, est effectivement extrêmement complexe. On découvre plein de choses quand on s'intéresse de près à la production d'électricité. Il y a même des gens qui pensent qu'il n'y a pas de surplus d'électricité, alors que la quantité de surplus que Bitcoin peut monétiser sur la planète est juste phénoménale. Et comme c'est une activité qui est géographiquement délocalisée, le minage Bitcoin va aller chercher des surplus, et là, il est bien loin d'avoir monétisé tous les surplus d'électricité qui existent sur la planète. Donc, tout ça, c'est des questions complexes qui sont évidemment balayées d'un revers de main par des gens qui, dans certains cas, n'ont même jamais fait une transaction Bitcoin. Non seulement ils n'ont pas étudié les sujets, mais parce qu'ils sont au service effectivement d'incumbent, d'industrie, l'industrie des paiements. Encore une fois, 2000 milliards de revenus, ça lui donne des moyens considérables. Bitcoin, il n'y a pas de direction marketing Bitcoin. Il y a quelques entrepreneurs comme moi qui essayent de passer un message de vérité parce qu'ils ont étudié la question avant de s'engager à temps plein sur Bitcoin, mais c'est très difficile par rapport aux moyens de communication dont peuvent disposer effectivement. Et c'est le même problème qu'a eu Linux par rapport à Microsoft, sauf qu'aujourd'hui Linux représente plus de 50% des serveurs web, et quand Linux a démarré, Microsoft avait une position complètement dominante sur les serveurs web. Donc encore une fois, le chemin de la technologie libre est compliqué parce que il n'y a pas d'argent dans le logiciel libre, il a la vertu d'être gratuit, le logiciel libre, donc il n'y a pas d'argent marketing pour le pousser, ce sont des choix politiques. Donc moi, mon propos, c'est effectivement d'espérer qu'à un moment, les pouvoirs publics comprennent l'importance des logiciels libres dans un monde qui devient numérique. On est très très loin du compte aujourd'hui, puisqu'effectivement les lobbies sont extrêmement actifs, et ça pose un problème de fond, je dirais ce que j'appellerais de désindustrialisation numérique, c'est-à-dire que le numérique se fait ailleurs, va se faire ailleurs, si on le laisse, si on reste la proie des logiciels propriétaires et en particulier des systèmes de paiement. Voilà, donc on peut dire, mais en gros, il n'y avait rien qui... Nicolas, peut-être, là, on a compris, Pierre, et merci pour que tu mettais en avant un certain nombre de sujets qui répondaient aussi au point de vue que Nicolas Dufresne met en avant, Nicolas en général. Nicolas, je crois que tu vas avoir, comment dire, la primeur de commenter tout ce que tu as pu entendre maintenant sur les différents axes qui ont été exposés, et je te laisse répondre, et avec ta bienveillance et ton ouverture habituelle, mais aussi ta ferveur dont on connaît les audaces. Merci beaucoup Yann. Alors beaucoup de choses intéressantes ont été exprimées depuis le début de notre discussion. Alors je voudrais dire d'abord que c'est vrai que les questions posées par l'émergence des cryptoactifs. Alors moi aussi j'utilise ce terme de cryptoactif et non pas de crypto-monnaie, parce que évidemment je vais y revenir, une monnaie a des attributs différents de celui des cryptoactifs, et puis simplement aussi aujourd'hui parce que la définition légale en France c'est les cryptoactifs.
Hein, donc, faut pas oublier aussi qu'on vit dans une communauté nationale qui a ses lois et qui appelle les choses par leur nom. Et il a été décidé au niveau législatif que on parlait de cryptoactifs. Bon, alors pour aller un peu dans le sens de dire que les questions posées sont les bonnes, j'en vois trois. Qui sont intéressantes et qui expliquent un petit peu le développement. Maxime Maury l'a dit au début, Stéphane l'a rappelé également. Il y a d'abord une aspiration démocratique sur la monnaie, se dire bon, en effet, est-ce que dans un monde monétaire dominé par le crédit bancaire et par les banques centrales, est-ce qu'il y a encore une place pour la communauté des citoyens dans la gestion monétaire? Et autrement dit, est-ce que la monnaie est véritablement ce bien commun qu'elle devrait être? En tout cas, à mon sens. Il est clair qu'on ne peut pas balayer la question d'un revers de main, puisque aujourd'hui, la monnaie n'est pas ce bien commun en pratique que l'on souhaiterait qu'elle soit. Il y a ensuite une deuxième aspiration, qui est l'aspiration, Stéphane en a parlé, à la désintermédiation. C'est-à-dire se dire quelle est la place de ces intermédiaires. Et tu l'as rappelé également, Yann, après tout, qui a véritablement la légitimité pour créer de la monnaie? Il y a des raisons historiques qui ont fait que dans notre système, c'est les banques qui ont acquis ce pouvoir et à qui on a reconnu ce pouvoir. Mais est-ce que c'est finalement la fin de l'histoire? Est-ce que c'est la seule option possible? Est-ce qu'on peut pas imaginer d'autres créateurs de monnaie, mais sans tomber, et là je rejoins ce que disait Stéphane, sans tomber quand on parle de pluralité monétaire, il faut faire très attention. Et je vais mettre en parallèle, par exemple, les monnaies locales et les cryptoactifs. Les monnaies locales, vous avez de l'émission de monnaie locale, mais qui se fait avec une règle de 1 pour 1, 1 euro pour une unité de monnaie locale et qui est encadrée par la loi. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de monnaie complémentaire. C'est un prolongement du système monétaire qui se fait locale. Avec des systèmes de cryptoactifs généralisés comme moyen de paiement, on changerait de dimension, on passerait dans la dimension que Nathalie Janson évoquait, c'est-à-dire du free banking, et le free banking, on voit bien où ça a mené, c'est-à-dire on a eu des expériences au 19e siècle aux États-Unis, en Écosse, dans beaucoup d'endroits, où finalement les coûts de transaction étaient multipliés, la confiance dans la monnaie était érodée, et au final, ça a poussé tout simplement à quoi? À la mise en place des banques centrales pour centraliser le système de paiement et avoir des répondants organisés auprès d'une banque centrale. Donc ça, c'est pas vraiment une solution. Puis il y a une troisième aspiration qui est l'aspiration à l'instantanéité des paiements. Et là, je rejoins Stéphane, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à critiquer, et les promesses n'ont pas été tenues. Alors en fait, si on prend un peu justement, en effet, les promesses et l'utilité sociale des cryptoactifs, on nous disait 3 choses principalement. Faciliter les paiements, ne pas dépendre des banques et constituer une réserve de valeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, les 3 ont échoué. Faciliter les paiements, on a l'exemple du Salvador grandeur réelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça fait maintenant plus de 2 ans, 3 ans que le Bitcoin est monnaie légale là-bas. C'est très peu utilisé. C'est très peu utilisé à la fois pour les paiements sur la scène intérieure, mais aussi pour... Pardon Nico, mais je connais des gens qui reviennent du Salvador et qui disent exactement le contraire de ce que tu dis. Donc, ouais. Est-ce que tu as été au Salvador? Ah non, j'ai pas eu. Parce que c'est bien de dire des choses comme ça, gratuites, mais la réalité n'est pas là. Donc, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Moi, si on n'a pas été au Salvador, on n'en parle pas. Oui, c'est 3 points, Pierre ou Nathalie, après vous. Ouais, mais là, on n'est plus dans le factuel, on est juste dans les opinions et ça n'intéresse personne en fait. Tu as raison, en fait, c'est utilisé
même en Afrique, il y a plein de gens qui utilisent en moyen de paiement, mais je pense que Nicolas doit exprimer son point de vue avec ces 3 points sur lesquels il met en avant. Mais c'est un point de vue, ça. Bon, c'est pas basé sur des faits. Alors, attendez. Dans la monnaie, il y a toujours un côté pile, un côté place. Ça n'a pas beaucoup de point de vue basé sur des mensonges, n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, alors, Pierre, excusez-moi, mais bon, on va revenir sur vos propres mensonges, notamment sur la question du Bitcoin comme facilitateur de la transition écologique. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que ça facilitait, j'ai dit le contraire. J'ai dit que les logiciels libres étaient plus compliqués à utiliser que les logiciels Non, mais je vous parle de la transition, écologique. Bon, il y a votre ami Alexandre Stachenko qui a écrit un livre. Mais c'est pas mon ami. Monsieur Stachenko n'est pas mon ami. Monsieur Stachenko n'est pas mon ami. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la plupart des sujets. Alors, écoutez, très bien, ça nous fait un peu commun. Bon, on va pas, mais écoutez, on parlait du Salvador. Moi, je suis pas allé au Salvador. Je sais pas si vous y êtes allé, mais la question n'est pas là. La question, c'est le rapport de la Chambre. Nicolas, on t'entend mal. Si tu peux vérifier ta connexion, s'il te plaît. Ah. Bon, alors Nino, si tu es là, essaye de nous faire prendre du recul, critique-nous tous les uns les autres, mets-nous au pilori de nos contradictions respectives et de nos atouts respectifs, essaye d'exprimer du recul sur ce qu'on vient d'entendre. Et la discussion entre Pierre Noisa et Nicolas Dufresne, on pourra la remettre en perspective à Nicolas. Nino, voilà. Nicolas, attends, je vais laisser la parole à Nino. Et après cette période. Attends, excuse-moi, Yann, mais j'ai pas parlé depuis le début et je voudrais finir sur le point que je développais. Excuse-moi. Merci. Alors, simplement, donc, je voulais clarifier ce point. Donc, on a une expérience grandeur réelle au Salvador et il y a un rapport très intéressant de la Chambre de commerce et d'industrie du Salvador qui a fait le point sur l'utilisation du Bitcoin sur la scène des paiements intérieurs, mais aussi sur les transferts de monnaie des expatriés salvadoriens vers leur propre pays. Et il montre que le Bitcoin n'est utilisé que dans 2% des transferts de monnaie au niveau international et que lorsqu'il est utilisé, il est immédiatement reconverti en dollars pour ne pas perdre de la valeur et donc fondamentalement la promesse n'est pas tenue. Je voudrais aussi dire... La mauvaise monnaie chasse la bonne. Excusez-moi Pierre, mais laissez-moi finir, on essaye de se respecter dans la parole. Moi, je vous ai pas interrompu. Cher monsieur, moi, je ne vous ai pas interrompu. Ça te va, Pierre. Voilà, donc on garde les choses. Je voudrais dire qu'il y a des choses aussi, par contre, intéressantes qui se font. Par exemple, je trouve que le Ripple, le XRP, au niveau de la facilitation des paiements internationaux, il y a là une promesse intéressante, mais ça repose sur des intermédiaires qui sont des banques et qui permettent donc justement de sécuriser ces transactions internationales. Donc là, il peut y avoir des choses intéressantes, nonobstant évidemment les problèmes juridiques qu'a eu la société Ripple, là n'est pas la question, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Mais simplement pour conclure cette première intervention, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que là où on nous promettait avec les cryptos d'avoir une alternative au système financier traditionnel, finalement on a eu sa reproduction en pire, avec moins de régulation, avec toutes les dérives qui ont été autorisées, avec les dérives des plateformes, avec les dérives, on voit encore les affaires récemment de Binance, on voit la question des stablecoins qui n'en sont pas, qui ne sont pas garantis. Il y a encore une étude récente de la BRI qui montre qu'il n'y a aucun stablecoin aujourd'hui qui n'est capable de remplir sa promesse d'être un stablecoin, justement. Et donc on a cet échec dans les différentes dimensions qui étaient promises. Et moi je pense que vraiment
des monnaies numériques de banque centrale, aujourd'hui, seraient en capacité, si elles étaient bien utilisées, de suppléer tous ces problèmes. C'est-à-dire de suppléer la question de la baisse des coûts de transaction. Avec une monnaie numérique de banque centrale, il n'y a pas de coûts de transaction. On peut organiser les choses pour qu'il n'y ait plus de coûts de transaction. On peut aussi organiser les choses pour qu'il y ait des paiements quand vous avez aujourd'hui des monnaies numériques de banque centrale interconnectées, comme dans le cas de Hong Kong et de quelques pays d'Asie du Sud-Est qui mènent cette expérience. Vous pouvez avoir des paiements instantanés sans frais de transaction, et donc ça peut faciliter largement la question des paiements internationaux. Et puis en plus, avec des monnaies numériques de banque centrale qui seraient placées bien évidemment sous un contrôle démocratique et donc feraient véritablement une monnaie bien commun, on pourrait imaginer de nouvelles opérations monétaires. Alors on peut parler d'hélicoptère monnaie ou de création monétaire ciblée, enfin ou d'annulation de dette ciblée. On peut avoir de nouveaux outils monétaires en rétablissant finalement, si vous voulez, la véritable désintermédiation, c'est-à-dire en rétablissant un lien direct entre la monnaie de banque centrale et les banques centrales et les citoyens. Ce lien s'étant distendu au cours des dernières années sous la montée en puissance de la finance numérique et du crédit bancaire numérique. Donc moi je pense que s'il y a des choses à aller regarder aujourd'hui véritablement sur le plan de la révolution monétaire, il faudrait aller les chercher du côté des monnaies numériques de banque centrale et pas du côté des cryptoactifs qui ont échoué à tenir toutes les promesses qui étaient mises en avant au départ. Et un dernier mot pour conclure, et quand même pour pas être trop négatif, je trouve qu'il y a dans la question de la finance décentralisée dans quelques applications qui permettent à des communautés d'investisseurs de se regrouper et de choisir leurs investissements et de le faire avec une mise en commun de leurs moyens. Il y a là des choses intéressantes à creuser, mais je suis pas certain que toutes ces initiatives intéressantes aient forcément besoin d'être adossées à un cryptoactif. Là encore, je pense que un jeton numérique sous forme de MNBC pourrait parfaitement faire l'affaire. Mais je note qu'il y a quand même des initiatives intéressantes dans ce domaine-là. Voilà, merci. Merci beaucoup Nicolas pour ta mise en perspective. Moi, je vais juste commenter un peu, je ne l'ai pas fait trop pour l'instant. Moi, ce que je trouve amusant dans toutes les perspectives qui ont été mises en avant, que ce soit celle de Nathalie, de Maxime au départ, Maurice, de Nathalie Janson, de Pierre Nazat, de Nicolas Dufresne, de Stéphane Revers, c'est qu'il y a une forme de vérité qui s'exprime dans chacun des propos. Et c'est vrai que la période actuelle a tendance à vouloir opposer des points de vue différents ou complémentaires. Moi, j'ai envie de dire qu'on a tendance à faire des matchs au MPG sur beaucoup de sujets. Moi, j'ai envie de dire qu'entre le Sacré-Cœur et Notre-Dame de la Garde, aucun rapport avec évidemment Madame Lagarde de la Banque Centrale Européenne, il y a beaucoup de complémentarité et plutôt que se chamailler, il y aurait tout loisir à créer des écosystèmes en symbiose et qui se complètent très probablement. Et je pense qu'in fine, pour avoir eu des échanges avec vous sur ces thèmes, finalement, c'est l'ouverture que chacun de vous a au fond, et c'est notamment pour ça qu'on a fait cette table ronde avec des personnes comme vous. Donc, Nicolas, merci beaucoup pour tes mises en perspective. Tu reprendras évidemment la parole. Je crois qu'in fine, c'est des batailles de clochers et chacun défend sa chapelle ou sa mosquée ou sa synagogue ou son temple ou ce que vous voulez. Nino, peut-être que tu peux nous faire prendre un peu de recul sur ce qui a été dit sur la base de ta compréhension, de tes perspectives, tes connaissances et ton idée essentielle de pensée que tu peux nous mettre en avant. Merci. Bon, alors, merci Yann. Donc, moi, j'ai effectivement plusieurs remarques à faire. Encore une fois, parlant d'un point de vue qui, contrairement à vous toutes et tous ici, n'est pas spécialiste sur ces questions. Donc, excusez-moi d'avance si je fais des erreurs et n'hésitez pas à me reprendre. Je regarde dans le chat et je vois qu'il y a des gens qui mettent des messages, et notamment un message que j'ai trouvé intéressant, que j'aimerais vous lire.
c'est M. Jean-Christophe Duval, que je ne connais pas par ailleurs, à 9h58, qui a dit ce petit message intéressant. Il a dit « Cette philosophie repose sur une inversion totale de valeurs. Posséder tout l'or du monde ne vous nourrira pas sur une planète saccagée. En revanche, une planète en bonne santé écologique sera toujours capable de vous nourrir, même si vous êtes pauvre. C'est à cet endroit que se situe la vraie richesse. » Alors, au-delà de l'aspect, disons, fondamental du message, il y a quand même quelque chose qui m'a choqué dans ce que M. Pierre Noisa a dit. Lui qui voulait d'ailleurs... Non mais, vous qui avez demandé de dire des faits, de rester factuel. Alors je ne vais pas parler non plus du Salvador, puisque je n'y suis pas allé. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est que le minage de Bitcoin a finalement un impact positif sur la planète et sur l'environnement, sur l'énergie. Et donc, je pense que c'est peut-être contre ça aussi que ce monsieur Jean-Christophe Duval réagissait. Alors, pour me préparer à cette conférence, j'ai lu un article publié dans la revue Esprit. Je vais tout de suite vous dire. Donc, dans le numéro de mai 2023, un article écrit par Gabrielle Durana, Madame Gabrielle Durana. Et elle dit quelque chose d'intéressant à propos de cette perspective écologique. Elle dit « Beaucoup a déjà été écrit sur l'abominable empreinte carbone des monnaies numériques. Le protocole de preuve de travail, c'est-à-dire Proof of Work, suivi pour valider les transactions libellées en Bitcoin, consomme énormément d'énergie. Le minage du Bitcoin pollue la planète à hauteur de 140 mégatonnes de dioxyde de carbone par an, soit 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. » Oui. Et je peux répondre peut-être à ça avant qu'on aille plus loin, parce que c'est... n'est pas vraiment une personne qui est trop, disons, à gauche sur l'échiquier politique. J'ai trouvé la même confirmation dans un texte de Paul Joly, qui est ingénieur général des mines et qui a publié dans l'Annales des mines. Et il dit cette autre information. En août 2022, les estimations publiées de la consommation mondiale totale d'électricité liée aux actifs cryptographiques, donc non seulement le Bitcoin, mais aussi d'autres monnaies ou actifs cryptographiques, situait celle-ci entre 120 et 240 milliards de kilowattheures par an, des volumes qui dépassent la consommation annuelle totale d'électricité de pays comme l'Argentine ou l'Australie. Oui, je peux répondre à ça, Nino, très simplement. D'abord, je pense que ces gens sont sûrement très bien intentionnés, mais n'ont pas étudié la production, le marché de l'électricité, comment ça marche en fait, la production d'électricité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de surplus électriques qui existent, qui sont disponibles. En gros, plus un réseau utilise du renouvelable, plus il y a des surplus et des pénuries, puisque la source est intermittente, donc l'offre a beaucoup de mal à s'ajuster à la demande, ce qui fait qu'on surdimensionne la production et il y a donc aux heures creuses des surplus. Et il y a des pénuries, il y a éventuellement des blackouts d'ailleurs quand la demande est forte. Ça, c'est pour l'électricité. Donc Bitcoin, quand on compare l'utilisation de l'énergie, parce qu'il ne faut pas dire consommation, vu que l'énergie se conserve, on ne consomme pas l'énergie, on ne fait que la transformer, mais l'utilisation de l'énergie par Bitcoin à celle d'un pays, c'est extrêmement trompeur. Le chiffre peut être exact, mais c'est comme comparer des pommes et des oranges, puisque si c'est des surplus électriques, ce sont par définition d'électricité que personne ne peut utiliser. Si quelqu'un pouvait l'utiliser, elle serait au prix du marché et on ne pourrait pas l'utiliser pour le minage Bitcoin, parce que le minage Bitcoin n'est pas rentable dans ce cas-là. Les mineurs Bitcoin, ils s'installent avec des containers d'équipement qui se baladent au Congo, au Paraguay, dans des sites comme ça. Je suis moi-même en contact avec ces mineurs, donc je sais très bien où ils sont. C'est un mode de vie, enfin ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui travaille à la défense. Donc comparer l'utilisation de l'énergie par un pays avec celle des mineurs qui vont chercher des surplus, ça n'a absolument aucun sens, et ça n'a pour d'autres buts que de vous induire en erreur dans un raisonnement qui est faux. C'est-à-dire qu'effectivement, la solution écologique qu'offre Bitcoin, elle est contre-intuitive. Je vous donne un autre exemple, c'est la conversion du méthane en CO2. Vous savez que le méthane est un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO2. Donc, il y a une vraie problématique à l'échelle mondiale de conversion du méthane en CO2. C'est pour ça que des gens mettent des torchères en place pour le convertir en CO2 en le brûlant, ce qui n'est pas idéal, mais c'est mieux que de le relâcher directement, de le dégazer, comme on dit dans le langage de l'énergie, de le dégazer directement dans l'atmosphère.
Bon, Bitcoin permet de récupérer le méthane et de le convertir proprement en CO2. Et ce faisant, effectivement, il produit du CO2. Donc, vous avez des chiffres de CO2 qui sont très importants. Mais à l'échelle de la quantité de méthane qui est relâchée dans l'atmosphère pour différentes raisons, même l'hydraulique produit du méthane, par exemple, avec des zones humides qui produisent du méthane. Le marais Poitevin produit du méthane. Faut le savoir, c'est pas juste une vue de l'esprit. Le méthane est très présent c'est le deuxième gaz à effet de serre après le CO2, mais il est plus nocif que le CO2. Donc, on le convertit en CO2. Mais donc, c'est un autre exemple. Les gens qui produisent du méthane comme sous-produit de leur activité, par exemple dans le pétrole, eh bien, ils accueillent éventuellement un mineur qui va leur permettre de résoudre ce problème et d'afficher une meilleure empreinte environnementale en passant du méthane au CO2. Donc ça aussi, c'est totalement contre-intuitif. Ça durera ce que ça durera ce que durera la production de méthane comme sous-produit par ces industries. Mais là encore, quand on va mesurer l'impact environnemental de Bitcoin, si vous regardez juste l'émission de CO2, vous allez dire « Ah oui, c'est nocif, ça produit du CO2 ». Bah oui, sauf que c'est en l'occurrence positif pour le climat et pour le réchauffement climatique, puisque ça contribue à réduire le méthane dans l'atmosphère. Donc tout ça est compliqué. Mais je peux pas laisser, je suis désolé Pierre, mais je peux pas laisser dire ça, c'est quand même incroyable. Voilà, j'ai parlé à des spécialistes de la question. Mais moi aussi, j'ai parlé à de nombreux spécialistes de la question et je voudrais quand même vous faire remarquer. Si vous parlez à NJ, dans l'écosystème. Moi, je ferai une petite remarque, Pierre. Vous parliez de promesses tout à l'heure, vous êtes en train de nous en sortir une à fond. Vous disiez, je fais pas de promesses, vous êtes en train de nous en sortir une à fond. Je rappelle, c'est factuel. Moi, c'est pas ce que je lis non plus, mais je me mêle pas du truc. C'est parce que je vais laisser Nicolas enfourcher ce chevalier-là. Mais vous êtes en plein dans la démarche des promesses du truc du machin. J'ai fait quelles promesses là? Je parle des faits concernant la c'est parce que vous avez une présentation qui est biaisée. Mais je vous laisse Nicolas. Vous avez aujourd'hui des centres. Alors, allez demander au Kazakhstan ce qui s'est passé. Au Kazakhstan, on a ouvert des centrales à charbon pour miner du Bitcoin. On est en train de faire la même chose. Ça, c'est un autre problème. Ils sont partis, les mineurs du Kazakhstan. Ils sont partis parce qu'ils ont posé des problèmes électriques sur tout le réseau du pays. Mais non, c'est parce que le Kazakhstan, le gouvernement les a mis dehors. Qui voulaient comme les Chinois l'ont fait. Bitcoin ne va pas résoudre tous les problèmes politiques dans le monde. Le minage du Bitcoin en Chine se faisait par des centrales à charbon. Il n'y a plus de mineurs en Chine non plus. Sur utiliser des surplus, c'est complètement faux. Mais si, c'est vrai aujourd'hui. C'était peut-être pas vrai au début. On réouvre des centrales qui ne fonctionnaient plus et qui n'étaient plus rentables ou qui étaient condamnées par les lois environnementales pour miner du Bitcoin. C'est absolument un désastre sur le plan environnemental. Et vous avez cité le Congo. Alors, je ne sais pas si c'est votre... Alors, Sébastien Gouillou, que vous connaissez peut-être, qui allait ouvrir dans une région, quand même, c'est quand même incroyable, dans une région du Congo, le parc naturel des Virunga, où il y a 90% des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, où il y a un barrage hydroélectrique qui a été financé par non, c'est pas un barrage. Vous voyez, vous avez tout faux, c'est pas un barrage, c'est une infrastructure. C'est pas de l'hydroélectricité. C'est pas pareil, c'est de l'hydroélectricité. Alors, si vous voulez, d'accord. Vous n'êtes pas allé au Congo, c'est pareil, vous savez pas de quoi vous parlez. Oui, je suis pas allé sur la Lune. Avec ces gens-là. Bon, excusez-moi, mais cet argument n'a aucun sens. Il est allé planter des usines de Bitcoin pour capter l'hydroélectricité pour financer la production d'électricité qui autrement n'aurait pas existé. Elle n'existe pas, elle est complètement mobilisée par les... Elle fournit la ville de Goma qui a plus d'1 million d'habitants. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous faites de la propagande. On va pas rentrer dans ce débat, mais sérieusement... Vous êtes un propagandiste, c'est d'ailleurs qui vous finance. Regardez les études de la BRI, regardez les études des scientifiques, regardez toutes les études au monde. Il y a plus, même dans l'écosystème crypto, il y a plus personne, ou presque, sauf
ceux qui ont un intérêt, qui défendent le proof of work. Tout le monde aujourd'hui parle du proof of stake, qui consomme beaucoup moins d'électricité. Ethereum a fait sa révolution en passant sur le proof of stake. Et moi, j'ai parlé à des tas d'entrepreneurs crypto qui disent le proof of work, c'est complètement indéfendable. Ça ne marche pas sur le plan énergétique. Voilà, moi, je ferme ce débat. J'ai pas envie de perdre du temps avec ça, mais sérieusement, l'impact écologique du Bitcoin, c'est une catastrophe, c'est tout. Merci à vous pour ces perspectives, environnementales qui sont essentielles. Je pense que Pierre, on t'entend pas là quand tu parles. Je pense que Nino, je vais te donner la parole, mais je veux dire, tu vas la prendre, pardon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu au MPG, maintenant, on a allé les verts, et ce qui est remarquable. Et ce qui est quand même intéressant, si on prend du recul sur ce qui a été dit, on tente d'en prendre, c'est que le Bitcoin, est-ce que ça pollue massivement dans, la source primaire? Oui. Et ce que dit Pierre Noisa est aussi vrai, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être utilisé dans le cadre d'énergie renouvelable pour capter de la valeur électrique, la mettre en réserve et dans le Bitcoin sous format, je dirais, énergétique, et ensuite la relibérer sous forme d'électricité dans un certain nombre de réseaux? C'est techniquement vrai aussi. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ça dépend de l'usage qui peut en être fait. Et donc, c'est un débat qui nécessiterait une émission très technique à temps plein avec des exemples concrets, mais quelque part, la bonne foi de Pierre Noisa n'est pas à remettre, à mon sens, en cause, ni celle de Nicolas, d'ailleurs, sur ces éléments-là. Donc, moi, je voudrais peut-être qu'on passe, et Nino, tu vas prendre la parole, mais qu'on passe au débat un peu plus loin, c'est-à-dire dans quelle mesure c'était la promesse à quelques égards, c'est-à-dire quelle était l'ASIZ. L'ASIZ, on en a pas mal parlé sur ce que un peu les monnaies numériques de banque centrale, et encore, on n'a pas trop approfondi le sujet, sur les cryptos ont pu apporter, et sur ce qu'elles pourraient apporter ensuite, ces monnaies numériques. Il y a de nombreuses technologies qui ont été développées, et elles mettent en perspective un certain nombre d'aspects économiques et financiers, ce qui était l'objet, de notre échange. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est des choses qui ont été déjà souvent débattues. Moi, j'avais des questionnements que je souhaiterais mettre en avant par rapport à où les monnaies numériques, ou que ce soit sous forme de cryptoactifs ou crypto-monnaies ou de monnaie numérique de banque centrale, sur des questions, je dirais, d'ordre économique. On sait que ces technologies permettent de tokeniser des actifs. L'échange de tokenisation de ces actifs peut être fait de manière libre via le bid offer, qui est notamment exprimé par Stéphane Revers tout à l'heure, ou via des valeurs économiques, c'est-à-dire des valeurs comptables, comme sous De Gaulle ou Pompidou sur un certain nombre d'actifs essentiels, alimentaires notamment, pouvaient se faire des échanges qui étaient définis, notamment par certains groupes à Bercy. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, au travers de l'échange de gaz, au niveau international, il y a des pays qui choisissent des valeurs économiques. C'est le cas notamment historiquement depuis 30 ou 40 ans de l'Algérie, dans ses contrats de gaz. D'autres choisissent les prix spot, le bid offer, comme on l'appelle, où se résume un certain nombre d'informations et aussi d'acteurs de marché, dans l'instantanéité. Donc, la question que je voulais mettre en avant, et qu'on aille au-delà de l'ASIZ, même si je comprends qu'il peut y avoir des désaccords, de la complémentarité, et le yin et le yang qui s'expriment, comment on peut, dans ce contexte actuel, où il y a de l'inflation, où il y a, pour mettre en avant ce que disait Maxime Maury, une défiance égard à la monnaie, que ce soit la monnaie de banque centrale, mais aussi au travers de ce qu'exprime Nicolas Dufresne, la monnaie, je dirais, des cryptoactifs, qui ont pourtant réalisé aussi un certain nombre de promesses, entre guillemets, pour mettre en avant ce qui n'existe ou n'existe pas, mais en tout cas qui peut être perçu par certains. En Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, ou en Amérique latine, dans des pays où il y a des difficultés sur les monnaies de banque centrale qui utilisent le Bitcoin ou les stablecoins, ils sont très contents de le faire, de faire du commerce à l'international. Donc voilà, il y a une forte dualité, il y a une forte dualité, une complémentarité forte. Moi, j'avais une question peut-être à Stéphane Revers. Nino, tu prendras peut-être la parole juste après sur ce que tu voulais exprimer, mais sur cette notion de promesse économique pour peut-être rétablir un certain nombre de valeurs économiques par rapport à ce que, la finance
a pu fortement développer ces dernières décennies. Je ne sais pas si Stéphane ou Nathalie, vous voulez vous mettre sur ces points de vue. Écoute, moi je vais te dire un petit mot rapide. Fondamentalement, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que malgré un certain nombre de sujets assez clivants, l'énergie et puis il y en a d'autres, le Bitcoin c'est quand même une idée qui est fondamentalement intéressante et qui rebalance les cartes du pouvoir économique. Le fait de pouvoir transférer de la valeur sans un espace étatique et sans un contrôle, c'est quand même une idée qui est extrêmement intéressante. Alors évidemment, elle a été reprise par un certain nombre de gens qui transfèrent la valeur toute la journée entre des trafics en tout genre. Ça reste un problème. La société a fait le choix de vouloir restreindre ces choses-là. Il y a du KYC par-ci par-là, dans des proportions diverses et variées selon les pays. Mais fondamentalement, l'idée d'avoir une plateforme économique qui effectivement est dirigée par des algorithmes, donc avec une certaine, pour le coup, je vais reprendre le terme, avec une certaine promesse d'indépendance en absence de biais, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement puissant. D'accord? Mais ça me fait penser à la santé. L'idée de, on va mettre le Bitcoin dans la nature et ça va bien se passer et puis on va pas parler régulation et puis ça va s'insérer dans l'économie. C'est comme si on me disait, pour reprendre l'expression de logiciel libre, bah tiens, on va mettre un robot qui fait une intervention chirurgicale, on va lui mettre un logiciel libre et puis si le client est blessé, bah, de toute façon c'est pas grave, il reviendra la prochaine fois. Il y a des domaines dans lesquels mettre une technologie, bah oui, mais il y a des domaines dans lesquels mettre une technologie sur la place publique sans se préoccuper de l'effet sur la société. Et c'est pas parce qu'on parle d'argent. Pierre, vous avez une tendance à couper les gens qui est extrêmement désagréable. Vous dites des choses sous prétexte qu'on dit des fausses informations, mais vous avez dit des fausses vérités aussi. C'est absolument incroyable de débattre avec vous. Laissez-nous parler. Ok, on n'est pas d'accord, vous le savez. Laissez-nous parler. Sinon, Innovation voudrait, comment dire, voilà, faire preuve du maximum de souplesse. Donc, essaye, Pierre, de le laisser parler, même si je comprends que, voilà, on a tous des points de vue différents. Mais merci pour aussi tes points de vue complémentaires et qui sont pertinents. Et du respect vis-à-vis du public, me dit-on ici. Ce qui est... Bon, alors de toute façon, j'avais terminé. C'était l'idée de dire que c'est puissant. C'est tellement puissant qu'il ne faut pas laisser ça se distiller dans la société sans poser 3 questions. Il ne faut pas laisser Madame Michu, hein, je prends toujours cet exemple-là, où il ne faut pas laisser des paiements. Enfin, il y a quand même des questions à poser sur l'intégration de cette technologie. Je veux dire, les algorithmes de Facebook, on est aujourd'hui en train de parler de santé publique pour nos enfants. Là, de rendre un algorithme puissant, on parle de l'IA, c'est encore un autre sujet, mais c'est toujours un sujet qui converge. Ce sont des technologies qui ont une puissance économique, une puissance philosophique assez importante. Il faut les laisser jouer, parce qu'il y a des questions fondamentales de souveraineté et qui sont saines, mais il ne faut pas non plus penser que ça va se répandre dans la société sans aucune conséquence néfaste et sans que personne ait besoin de regarder. Voilà, donc sur les grandes masses économiques, moi je trouve que c'est une très très bonne, sont des développements qui sont sains et qui remettent un petit peu le débat là où il doit avoir lieu. Merci Stéphane. Donc Nino, oui, si tu veux exprimer ton point de vue. Et si on peut revenir après avec Nathalie aux aspects économiques. Pierre, voilà. Merci Pierre pour ta vivacité qui est tout à fait saine, mais voilà, on nous demande de faire preuve de mesure, alors on essaye de le faire, mais merci à toi. Nino, je te laisse, pardon, tu as pu demander la parole à un certain temps. Oui, merci. Donc, moi je suis désolé pour les personnes que ça énerve, ces discussions d'écologie, mais je suis obligé de revenir dessus, probablement parce que c'est sans doute ma génération et les suivantes qui vont subir les changements écologiques qui vont se passer sur cette planète. Mais bon, alors, on a parlé de l'électricité, d'accord. Apparemment, le proof of work est dépassé. Maintenant, on a un proof of state qui utilise beaucoup moins d'énergie. Alors, ça, je veux bien entendre. Maintenant, que ce soit du proof of work, du proof of state, que ce soit Bitcoin ou d'autres cryptoactifs, c'est toujours quand même avec des ordinateurs. On est d'accord. Pour amener cette énergie, même si elle est en surplus, même si elle est, il faut de l'infrastructure, il faut des matériels, il faut des câbles pour amener ça. Bon, dans toute cette infrastructure technologique, on utilise beaucoup de métaux rares. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant. Des métaux rares dont on sait comment est-ce qu'ils sont extraits de la terre, dans des conditions qui ne respectent pas toujours les droits humains fondamentaux, qui ne respectent pas les conventions internationales. Donc, le problème de l'écologie par rapport aux cryptoactifs, aux crypto-monnaies, c'est pas du tout seulement un problème d'électricité. C'est avec ça que je suis entré dans le débat, mais il y a plein d'autres enjeux là autour. Maintenant, un autre problème, mais qui est lié aussi en partie à cette question écologique, parce que c'est difficile d'aborder ces questions sans parler de l'écologie finalement. Beaucoup de personnes dans le chat ont dit, bon,
c'est un faux problème de parler d'écologie parce que la vraie question, c'est l'utilité sociale de ces technologies. J'imagine que ça veut dire que si on aurait une utilité sociale très importante avec une technologie très polluante, on pourrait imaginer que l'utilité sociale compense la partie polluante de la technologie. Mais quelle est réellement l'utilité sociale disons, du Bitcoin ou des crypto-monnaies ou des crypto-actifs? Et ça, c'est ce que j'ai encore pas réussi vraiment bien à me rendre compte. Je serais intéressé du coup par l'une ou l'autre d'entre vous qui pourrait expliquer ça. De ce que j'imagine, de ce que j'ai pu lire, c'est que c'est un formidable moyen d'investissement. Et que ça pourrait aussi être un moyen de résoudre le problème écologique. On pourrait amener des investissements et des investisseurs dans des nouvelles énergies, dans des énergies renouvelables, dans des nouvelles manières d'organiser la société. Mais encore une fois, pour faire quoi? Est-ce que le but, c'est de créer encore plus de valeur? Est-ce que le but, c'est de transférer encore plus de flux d'énergie en faveur de, soi-disant, cette soutenabilité écologique et ce genre de choses? Vous savez, il y a un philosophe franco-suisse, Dominique Bourg, vous connaissez peut-être, qui disait « Tant qu'on est encore dans une logique de flux d'énergie, c'est-à-dire d'investissement, on ne pourra pas résoudre le problème écologique. Parce que le problème écologique est basé précisément sur les flux d'énergie, sur les flux de matière. Donc, on peut mettre tous les investissements qu'on veut dans l'écologie. Je trouve que c'est toujours faire une fuite en avant et essayer encore une fois, sur le dos de l'écologie, sur le dos de la planète, de retirer un certain nombre d'investissements et donc de création de valeur. Et je me demande vraiment si la solution, ça ne serait pas plutôt de commencer à désinvestir. Donc, à essayer d'arrêter d'inventer des nouvelles manières de faire, mais d'enlever un petit peu des choses. En fait, de faire un peu de décroissance finalement. Et ça, je me demande dans quelle mesure le Bitcoin ou les cryptoactifs est vraiment une bonne manière pour faire de la décroissance. Alors, on sait qu'on va être tout à coup limité de la création de Bitcoin, qu'on ne pourra plus en miner de nouveau. Bon, alors peut-être que de ce point de vue-là, on aurait une bonne manière de décroître. C'est une question que j'ouvre. Maintenant que j'ai la parole, j'aimerais juste encore faire une petite remarque sur une chose que M. Noiza a aussi dit, et avec laquelle je suis assez d'accord. Cette idée qu'on veut une désindustrialisation numérique, que c'est toujours mieux des systèmes libres contre des systèmes propriétaires. Et que même si Linux a des problèmes, c'est mieux que Windows ou que Apple. Moi, je suis assez d'accord avec ça et je pense que l'idée cypherpunk qui était un peu au début des crypto-monnaies, quelque chose de plutôt positif, si on regarde Linux, les logiciels libres, Ubuntu, bien sûr, ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport à ces grandes industries, par rapport aux GAFAM et à toutes ces choses. Mais il faut toujours penser que même avec des logiciels libres, on est dans le cadre d'une limitation de nos libertés. Parce que même un logiciel libre, il nous oriente à nous comporter d'une certaine manière. Même un système crypté, il nous oriente à communiquer d'une certaine manière. Et c'est là qu'il y a un impact politique des nouvelles technologies. Ça a été dit un petit peu aussi par M. Robert, cette idée que les nouvelles technologies pourraient nous donner une liberté totale. Mais je trouve que ça, c'est vraiment à questionner un petit peu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup, encore une chose, une des choses qui a été beaucoup amenée avec le Bitcoin et les autres cryptoactifs, c'est cette idée d'anonymat. On peut être anonyme, ça permet d'échapper à la surveillance, par exemple des États ou des banques centrales et ce genre de choses. Mais est-ce qu'on est encore dans une perspective historique où on a envie d'être anonyme? Il y a de plus en plus de réflexions actuellement, et notamment dans le monde de la philosophie, sur la pensée située. On pourrait citer cette philosophe américaine, Donna Haraway, qui nous a dit on aimerait savoir
aujourd'hui? De où parlent les gens? De quelle position sociale, politique parlent les gens? Et je pense que ça rentre un peu en contradiction aujourd'hui avec cette idée d'anonymat et d'échapper au contrôle. Certes, on veut échapper au contrôle, mais on veut aussi savoir qui sont les gens, qui sont les interlocuteurs avec qui on parle. Voilà un peu ce que je peux dire. Nathalie, merci beaucoup Nino pour ces nombreuses mises en perspective. Nathalie, est-ce que tu veux à ton tour prendre la parole et exprimer un certain nombre de perspectives sur ces aspects, peut-être pas environnementaux, parce qu'on en a parlé voilà, à un certain temps, même si tu peux y répondre aussi, évidemment, et sur l'ensemble des éléments mis en avant par Nino, notamment sur l'anonymité, la question de l'entropie versus la négantropie dans des systèmes monétaires, notamment avec ces notions de décroissance, de croissance, et comment les technologies blockchain, parce que c'était aussi la promesse de ces monnaies numériques, peuvent répondre à ces questions ou pas. Voilà, essayer de mettre en avant ces éléments mis en perspective par Nino. Merci Nathalie. Oui, alors je vais juste rebondir sur la question de l'anonymat. Elles ne sont pas anonymes, évidemment, ces crypto-monnaies. C'est même tout le contraire, hein, puisque vous pouvez consulter les transactions sur un registre. En revanche, et effectivement, comme elles sont elles ont des adresses qui ne sont pas avec le nom, c'est ce qui donne leur caractère pseudonyme. Quand on dit qu'on échappe à l'État, je pense que là, il y a peut-être une petite confusion. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des transactions en échappant à son État, c'est-à-dire que personne ne peut nous empêcher de la faire. Par contre, elle est traçable. Voilà. Donc, par exemple, pour vous donner la Chine interdit le Bitcoin, que ce soit dans son minage ou dans son utilisation. Mais les Chinois sont toujours des grands détenteurs de Bitcoin, puisque rien ne peut permettre au gouvernement chinois d'aller saisir les Bitcoins. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en effet, le Bitcoin est, comme il a été expliqué par divers intervenants, c'est en effet, sous cet aspect-là, le caractère positif, c'est qu'il amène en fait une alternative possible. Et quand on est dans des pays qui sont opprimés financièrement, en effet, ça représente une porte ouverte que personne n'avait avant. Voilà. Donc, c'est aussi peut-être ce qui a contribué à ce qu'il continue à avoir un prix positif malgré ces différentes phases de développement. Voilà, si vous parlez à des personnes qui habitent au Liban ou dans d'autres endroits où il y a une répression financière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas disposer librement de ces avoirs monétaires parce qu'on est sous le contrôle des capitaux, eh bien, en effet, on va voir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies un moyen d'avoir une porte de sortie. Voilà, donc ça, c'est indéniable et ça fait partie effectivement de cette raison pour laquelle il y a un lien important avec la géopolitique sur cette demande de Bitcoin. Alors, certes, c'est pas ça qui en fera un moyen de paiement généralisé, oui, soit, mais il introduit cette possibilité supplémentaire et par rapport à un monde où jusqu'à maintenant il n'y avait que le dollar comme porte de sortie, il en a introduit une supplémentaire qui, elle, vraiment ne peut pas être contrôlée. Alors, parce que de toute façon, même dans un système, quand vous aviez des crises auparavant monétaires, l'Argentine qui en a eu beaucoup en matière d'hyperinflation, de toute façon, vous recourez à une monnaie autre qui est souvent, qui du coup était tout le temps le dollar. Et si vous voulez échapper au contrôle des capitaux, vous essayez d'avoir des dollars liquides, sous forme de billets. Donc, si vous voulez, c'est pas le Bitcoin, il apporte une solution supplémentaire, mais c'est pas que les gens avant ne cherchaient pas des moyens d'échapper, bien évidemment, à la répression monétaire et financière. Voilà. C'est simplement qu'aujourd'hui, en dehors du dollar, il y a autre chose. C'est le Bitcoin. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important dans son développement. Et pareil pour l'utilisation frauduleuse du Bitcoin. Il faut remettre les choses à leur place. Bien évidemment, je ne dirais pas dire le contraire. Les premiers qui ont vu une possibilité, cette possibilité supplémentaire donc de liberté, c'est également ceux qui font du commerce illicite et encore plus
du commerce illicite via le web, puisque vous vous doutez bien que quand on fait du commerce sur le web, on ne va pas aller demander le règlement avec des billets physiques, ça semble anachronique. Donc, bien évidemment, ils ont tout de suite, ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir associer l'utilisation de crypto-monnaies avec le commerce illicite en ligne. Donc, c'est toute la période du dark web des années 2010, 12, 13, 14. Et on va pas, voilà, et bien évidemment, c'était un moyen à l'époque de pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, c'est moins le cas puisque les forces de police financière, en fait, sont beaucoup plus éduquées et donc sont aussi capables de tracer puisque les cryptos ne sont pas anonymes à nouveau. Hein. Après, vous avez effectivement des moyens de les rendre anonymes, mais ces moyens de les rendre anonymes rendent en fait le marché potentiel d'utilisation assez petit. Donc, si vous voulez, c'est pas très liquide. Donc, de toute façon, il faut quand même qu'on soit bien d'accord. Pour le moment, la monnaie du commerce illégal, ça reste quand même le dollar, hein, et en billets de préférence. Ce n'est certainement pas le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Voilà. Et pour ce qui est après du débat entre Proof of Work et Proof of Stake, donc sans revenir sur la partie écologique, voilà, mais juste en concentrant sur les deux aspects, il y a un aspect effectivement beaucoup plus puissant de la Proof of Work. Après, on peut effectivement la critiquer sur beaucoup d'autres aspects, mais qui est effectivement, c'est la seule en fait qui n'est pas corruptible sur le plan. Alors, on dit jamais, hein, donc c'est vrai que je ne devrais pas dire la seule qui n'est pas corruptible parce qu'on ne sait pas ce qui peut être inventé. Mais en effet, par rapport à Proof of Stake, vu que le Proof of Stake, on se remet à quelqu'un qui va valider, on va reconnaître un validateur, on a quand même, ça repose sur quelqu'un. Alors qu'effectivement, le Proof of Work repose sur ce réseau décentralisé d'ordinateurs. Et pour pouvoir le corrompre, c'est un peu compliqué techniquement aujourd'hui de voir comment c'est possible. Rien n'est impossible parce qu'on n'est pas au bout des technologies. Mais aujourd'hui, effectivement, la possibilité, enfin le risque que ça arrive est très faible puisqu'il faudrait que la personne puisse prendre possession de tous les ordinateurs disponibles et fasse donc les corrompre au même moment, en même temps, ce qui est, bon, pour le moment, en tout cas, on n'a pas trouvé. Donc c'est là où, effectivement, le Bitcoin, vous voyez bien que là, même avec la baisse du marché, il est redevenu quand même dominant parce qu'il a aussi une force supplémentaire par rapport au Proof of Stake de ce point de vue de l'incorruptibilité du système qui n'a pas d'égal, en tout cas pour le moment, technologiquement parlant. Et juste pour terminer sur justement la technologie, et ce que la technologie permet de faire et du monde des possibles qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est là où je suis effectivement un peu sceptique sur cette idée d'arrêter les investissements, puisque justement, l'humanité a pu en fait traverser différentes périodes et résoudre des problèmes très importants comme celui de la production alimentaire agricole lorsque on a eu toute la phase où Malthus pensait qu'on allait jamais réussir à passer ce cap d'augmenter la population. C'est par l'innovation que c'est résolu et l'innovation passe par l'investissement. Donc, on n'aura pas de solution idéale si on n'a pas effectivement cet investissement qui permet des solutions d'innovation. Et pour ça, il faut effectivement des prix et il faut donc que les ressources qui deviennent rares et qui sont problématiques aient un prix qui augmente pour qu'on puisse répondre en fait à des problèmes. Voilà, c'est à ça que merci Nathalie. Super, merci beaucoup Nathalie. Je m'excuse, madame, je m'excuse, mais les ressources ne sont pas rares. Vous savez combien dans les États-Unis et en Europe, vous savez combien on jette de nourriture chaque jour en termes de tonnes par habitant et par habitante. C'est énorme. Donc, on n'est pas dans un problème de faire des nouvelles ressources. Ouais, non, mais je ne parle pas de gestion de ressources. Juste pour vous dire, donc chacun, c'est un débat où on a une table ronde, comme on va dire, on a mis en perspective des personnes qui avaient des points de vue différents sur beaucoup de sujets, sur ces thématiques. Nous, on nous a demandé, de conclure vers 45, donc dans 4 minutes à peu près. C'est un débat qui était... Moi, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont accepté le débat, que ce soit Pierre Noiza, Nathalie Janson, Stéphane Revers, Nino Fournier, ce que tu mettais à l'instant d'ailleurs, Nino, en avant est intéressant, Nicolas Dufresne, Maxime Horry. Vous avez tous des sensibilités complémentaires, différentes, des angles de vue différents, et vous l'avez pu l'exprimer. Je te tiens à remercier Finance Innovation
d'avoir permis l'organisation de ces complémentarités de points de vue. Il y a, à mon sens, rien qui a été mis en avant intellectuellement et techniquement aujourd'hui qui est à proprement dit faux, mais certaines actions ou certains éléments techniques ou sont complémentaires ou sont en opposition ou mettent en avant des angles de vue différents. Mais je tenais vraiment tous à vous remercier. Moi, je sais que on me dit-on sur le chat, j'ai pas eu vraiment le temps de le regarder, mais précisément en tout cas, mais qu'il peut y avoir un certain nombre de personnes qui souhaiteraient s'exprimer, de frustrations qui s'expriment, de sujets qui pourraient être abordés. Initialement, quand on a organisé le débat, on devait faire une partie 1 sur l'ASIS, en quelque sorte, sur l'existence. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et ensuite, sur ce qui pourrait être fait à partir de ces technologies, c'est-à-dire des prix économiques pour un certain nombre d'actifs versus du bid offer ou du bid offer avec des ressorts de liquidité sur le contrôle, des monnaies colorées, des monnaies spectrales, en prenant en compte des aspects sociétaux, que ce soit environnementaux, sociétaux, de gouvernance, des économies un peu multifactorielles pour mesurer différentes mesures, que ce soit des mesures sociétales, environnementales, gouvernementales, de gouvernance, pardon, pour reprendre les éléments affiliés. Jean-Christophe Duval qui évoque aussi les sujets de monnaie négantropique, ce qui rejoint ce que tu dis, Nino, sur un certain nombre de points de vue, c'est-à-dire comment relier le monde de l'argent avec peut-être un besoin de mesure et d'une forme de décroissance. Pourrait-on gagner de l'argent à consommer moins? Pourrait-on gagner de l'argent à produire moins? Il y a des questions de fond. Les technologies permettent aujourd'hui de répondre à ça. On voulait aborder l'ensemble de ces sujets. Malheureusement, on n'a pas pu, ou les monnaies sans dette, cher à Nicolas, qui l'a mis en avant récemment dans un ouvrage. Je crois qu'on n'a pas pu, malheureusement, aborder tous ces sujets-là. Moi, si vous avez peut-être un mot de la fin, en quelques mots, chacun de vous, moi, je vous remercie tous. C'est un exercice délicat. On n'a pas du tout pu aborder l'ensemble de ce qu'on voulait mettre en avant, que ce soit nous ou les personnes aussi présentes sur le chat, où il y a des personnes de grande valeur qui auraient pu s'exprimer. Mais si vous avez un petit mot de la fin, en 2-3 mots, ne rentrez pas dans les explicatifs techniques ou philosophiques, parce que je pense qu'on va se perdre et ça va durer trop longtemps. Mais voilà, je tenais en tout cas à vous tous vous remercier, Finance Innovation, et vous tous pour avoir participé à cette table ronde qu'on voulait la plus ronde possible, qui n'a pas toujours été. Mais merci à vous. Voilà, je vous laisse peut-être à chacun de vous un bref mot de la fin. Et voilà, Nathalie peut-être. Ok, alors eh bien, pour conclure, je pense qu'effectivement, le seul fait que justement il y ait des désaccords, c'est ce qui va faire la créativité qui nous permettra de déboucher sur plein de solutions. Et voilà, c'est la beauté de l'innovation et des technologies. Et je pense qu'effectivement l'utilisation de systèmes qui sont ouverts, comme la blockchain de Bitcoin, c'est montrer que justement, on n'a pas toutes les solutions quand on invente quelque chose. Et je trouve que c'est le message très positif qui fait partie, en fait, de ce développement des crypto-monnaies ou des crypto-actifs selon le goût. Pierre, si tu veux t'exprimer. On n'entend pas ton micro, Pierre. Pardon. Oui, merci encore pour cette invitation. Sur l'énergie, qui est un sujet extrêmement complexe, énergie, environnement et monnaie, qui est un sujet extrêmement complexe, j'ai pris soin d'écrire un livre parce qu'effectivement, qui va paraître en janvier, pour essayer effectivement de remettre un peu de factuel dans des débats qui sont très passionnés et souvent influencés. Donc, on a vu sur le nucléaire ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire en gros, nucléaire allemand qui s'arrête pour relancer des centrales à charbon. Ça prouve que si les gens ne sont pas informés, éduqués, je dirais, sur le sujet de l'énergie et de la science de l'énergie, eh bien, des mauvaises décisions peuvent être prises. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Par exemple, la passion qu'ont les gens pour les crypto-monnaies et l'environnement, l'impact environnemental des crypto-monnaies, je trouve curieux que cette question n'ait jamais été posée pour l'or, qui est sans doute la réserve de valeur la plus polluante qui puisse exister et dont, par exemple, la Banque de France possède une réserve de 2400 tonnes. Donc, Monsieur Nino Fournier, je vous invite à vous interroger sur l'impact environnemental de l'or qui pourrait se substituer, auquel Bitcoin pourrait se substituer en tant que réserve de valeur pour les banques centrales, pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer. Mais effectivement, on manque un peu de temps. J'ai l'habitude d'intervenir avec des contradicteurs depuis 10 ans, 12 ans même maintenant, ça fait 12 ans. À l'inverse, je suis toujours frappé de voir des gens parler de l'euro et des systèmes de l'inflation, de questions comme ça, sans jamais avoir de contradicteurs du domaine des crypto-monnaies. Donc, il y a une sorte de déséquilibre qui me semble pas tout à fait symptomatique de l'emprise
des systèmes de paiement et des systèmes bancaires sur, je dirais, la fabrique du consentement, hein, sur l'opinion. Et c'est dû effectivement aux moyens qu'ils ont du fait du monopole. Hein. Donc, je rappelais les 2000 milliards par an captés par les services de paiement. En France, ça c'est à l'échelle du monde, pour la France, le produit net bancaire, c'est-à-dire le bénéfice des banques, c'est 140 milliards à peu près. Hein. C'est un ordre de grandeur. C'est à peu près le même ordre de grandeur que la collecte de la TVA par l'État. Donc là aussi, sur l'utilité sociale, je reviens à ce que Nino Fournier a évoqué, sur la question de l'utilité sociale, l'utilité sociale d'un système alternatif, c'est peut-être de rogner un peu sur ces rentes de monopole, hein, cette quantité d'énergie phénoménale qui est captée par les systèmes de paiement et les systèmes bancaires, du fait qu'ils bénéficient d'un monopole et qu'ils peuvent le faire. S'il y a de la concurrence, on verra peut-être des ressources redistribuées à d'autres secteurs comme l'éducation et la santé qui en manquent cruellement. Voilà. Et juste pour le dernier chiffre que je peux donner pour conclure, les banques au sens large dans le monde emploient à peu près 50 millions de personnes. Là aussi, c'est une dépense énergétique qui est considérable, qui est passée sous silence. Apparemment, l'énergie humaine ne rentre pas dans les bilans énergétiques qui sont faits par les nouveaux spécialistes de l'environnement qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et pourtant, ces 50 millions d'emplois à temps plein sont des gens qualifiés qui pourraient être là encore redéployés. Donc, c'est des emplois qui sont déjà payés par la banque, tous ces frais bancaires et ces frais de services de paiement. Donc, c'est des emplois déjà payés qui pourraient être redéployés sur des activités beaucoup plus utiles comme l'éducation et la santé. Donc, gardez à l'esprit aussi le travail humain, l'emprise de ces systèmes par le nombre d'employés qu'ils mobilisent de manière, à mon avis, totalement inefficace. Si on peut automatiser des choses, c'est aussi pour libérer du travail humain sur des activités à forte valeur ajoutée plutôt que sur ce que j'appellerais compter les haricots, qui n'est pas forcément le plus passionnant. Voilà. Stéphane, merci beaucoup Pierre pour ta mise en perspective. Stéphane, si tu voulais... ça tombe très bien que je parle après Pierre. On est vraiment sur un message messianique. On va virer 50 millions de personnes parce que l'algorithme est plus efficace. Donc moi, j'invite les gens autour de cette table à les regarder. Évidemment, ça marche pas comme ça. Évidemment, ça marchera jamais comme ça. Évidemment, la plupart des gens, je dis pas que c'est votre cas Pierre, mais la plupart des gens qui prônent ce genre de choses, c'est parce qu'en fait, pour une raison X ou Y, ils ont du Bitcoin, ils veulent que ça monte. Et en fait, il y a une religion qui est en train de se dessiner autour du Bitcoin, et ça devrait pas être le cas. Les fonds baptismaux libertaires du Bitcoin sont encore là. Cette philosophie qui consiste à dire on va tout déplacer parce qu'on fait les choses mieux, plus efficacement, ça brouille, ça empêche, comme on vient de le voir, ça empêche toute conversation saine, ça empêche toute conversation calme sur l'efficacité des choses diverses et variées. Donc moi, j'invite les gens autour de la table à les voir, allez lire, allez voir, renseignez-vous, c'est la leçon du truc, il faut les regarder. La tech ne nous sauvera pas ni ici ni ailleurs, sans un élément humain et sans un élément de contrôle humain. Bon, alors où est-ce qu'on met la barre? C'est un choix de société, que chacun ait regardé et se faire une opinion par lui-même. Merci beaucoup Stéphane pour ton analyse. Nicolas, si tu veux, mettre en perspective, on n'a pas pu tout s'exprimer autant qu'on voudrait les uns les autres, mais bon, voilà, je te laisse conclure sur cette échange. Merci Yann. Alors moi déjà, je voudrais dire quelque chose, c'est que être critique vis-à-vis des cryptos, c'est pas être le défenseur d'un système traditionnel et financier, bancaire et tout. Je ne le suis absolument pas. Pour tous ceux qui connaissent mes travaux, je suis très critique du rôle des banques, notamment dans le financement de la transition. Je suis très critique vis-à-vis de ce que font les banques centrales et des outils qu'elles utilisent, et j'ai proposé diverses solutions pour les améliorer. Donc je suis pas du tout un défenseur du statu quo, loin de là. Par contre, est-ce que les cryptos sont la bonne réponse aux défis que l'on pose? Eh bien, écoutez, moi, j'admire tous ceux qui nous disent dans l'écosystème crypto, à moi et à d'autres qui ont alerté sur les risques, nous disent qu'on comprend rien, qu'on mélange les choses, qu'on n'est pas informé, etc. Mais en 2020, j'avais écrit une tribune avec un ami économiste, Jean-Michel Servet, où on avait alerté sur tous les risques. Le risque de spéculation, le risque du problème de l'électricité, le risque des plateformes véreuses qui allaient s'effondrer, façon FTX, etc., le risque du financement du crime, le risque des stablecoins qui n'en sont pas, bref, tous les risques dont on a vu après
la réalisation. Donc c'est fantastique parce qu'on a toujours des gens qui nous expliquent qu'on ne comprend rien, qu'on est complètement à côté, qu'on n'est pas informé. Et pourtant, tout ce qu'on avait prédit, c'est malheureusement, j'en tire pas de joie particulière, c'est réalisé. Et aujourd'hui, on a encore des acteurs qui s'opposent, notamment en France, le lobby l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui s'oppose à toute forme de régulation, comme on l'a vu sur les débats européens sur le règlement MiCA. Et ça, c'est complètement problématique parce qu'on ne peut pas avancer. Et je salue quand même, parce que figurez-vous qu'en fait, il y a beaucoup de gens de l'écosystème des cryptoactifs qui me contactent et avec qui j'ai des discussions et qui sont très conscients de tout ça. Et on entend toujours les bitcoins maximalistes s'exprimer, mais en fait, il y en a beaucoup qui partagent tout à fait ce qu'on dit. Donc voilà, moi, je voudrais dire que on nous a dit Bitcoin est un rempart contre l'inflation. Résultat, moins il y avait d'inflation, plus Bitcoin était élevé. Maintenant que l'inflation est là, Bitcoin s'est effondré. On voit quasiment des courbes inverses entre l'inflation et la valeur du Bitcoin. Donc il faut prendre du recul. Je rejoins Stéphane, il faut prendre du recul sur tout ça. Il faut regarder comment ça se passe. Il faut regarder les multiples scandales, les multiples problèmes qu'il y a eu, et voilà. Donc je pense que les acteurs qui ont une vraie utilité sociale dans cet écosystème finiront par trouver leur place et n'ont pas à craindre davantage de régulation. Mais je pense surtout que pour l'avenir de la monnaie, c'est autour de monnaie numérique de banque centrale bien pensée, j'allais dire avec un contrôle collectif, façon bien commun. En 1945, le Conseil national de la résistance appelait dans son programme à mettre en place un parlement du crédit et de la monnaie. Et ben moi, j'espère aujourd'hui qu'on aura un parlement du crédit et de la monnaie qui permettra de mieux gérer la monnaie dette d'un côté et d'éviter les excès de l'autre. Merci. Et Monsieur Noiza, franchement, excusez-moi, mais votre attitude est pitoyable. Vous êtes le représentant. Allez, tout le monde reste Écoutez, venant de vous, c'est presque un compliment. Super, merci. Ah, merci. Alors Nino, si tu peux nous élever, quand on avait parlé au préalable, bon, tu as abordé, si tu peux conclure, et quelque part sur cette notion que tu avais dit, la monnaie c'est profondément politique, tu nous avais amené dans l'Empire romain. On parlait de bâton de maréchal tout à l'heure avec Monsieur Maximori. Alors, je te dis ça pour pas conclure sur des éléments de débat, mais sur quelque chose qui nous élève, si tu peux le faire, Nino, et avec bienveillance et ouverture, sans aller sur nos tensions de désaccord, où là, on va nécessairement se disputer à certains égards. Voilà, Nino. Même si on va libre pour autant. Hein. Moi, je peux pas, évidemment, en 2 minutes, raconter la dimension politique de la monnaie sous l'Empire romain. Mais par contre, plus rapidement, il y a une chose que cette table ronde m'a beaucoup amené, m'a beaucoup apprise. Et je suis reconnaissant pour ça à Finance Innovation de m'avoir permis d'y participer. Vous savez qu'en philosophie, et particulièrement en philosophie de la science, il y a toujours cette question de savoir est-ce que l'économie est une science? Est-ce que l'économie a une rationalité? Ou est-ce que l'économie est simplement, finalement, une guerre politique continuée par d'autres moyens, le moyen du texte et du livre? Et quand je vois que sur une question qui devrait être économique et rationnelle, la question des cryptoactifs ou crypto-monnaies, et qui engage tellement de différences, tellement de différents points de vue, et à un niveau tel qui est celui de la compréhension des mécanismes économiques et des mécanismes financiers, et pas seulement un problème de point de vue sur la chose, mais les différents qui opposent ici, les différentes intervenants et intervenantes, c'est vraiment en termes de compréhension des mécanismes qui ne devraient pas créer des dissensions. Tout le monde devrait être d'accord sur la manière dont ça fonctionne. Or, on a vu avec cette table ronde que ce n'est pas le cas. Et ça me fait beaucoup questionner le rôle de la finance, de la société, le rôle de l'économie, de la société. Et je me dis, mais si on n'arrive pas à être d'accord sur des choses aussi basiques, aussi pragmatiques, que la manière dont ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire tout simplement que l'économie est en fait une politique déguisée? Est-ce que ça veut dire que l'économie et la finance ne peuvent pas fonctionner, qu'on ne sera jamais d'accord? Est-ce que ça veut dire que
l'économie devrait être beaucoup plus réencastrée dans l'État, c'est des questions qui se posent. Une petite remarque pour conclure, vu que M. Noiza m'a pris à partie en disant que l'or est aussi très polluant et pose beaucoup de problèmes écologiques. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est pour ça qu'on peut se demander si la création de valeur, sous quelque forme qu'elle soit, doit forcément, pour exister, détruire la planète. Et ça, c'est encore une autre question qu'il faudrait vraiment traiter. Merci. Finance Innovation s'invite dans le débat. Merci, un grand merci à vous tous. On a pu exprimer des vérités, des complexités, un spectre de pensée, d'énergie différents. Et ça, c'est grand merci à Finance Innovation pour ça. On va arrêter le débat et merci à vous d'avoir participé. Et désolé, on n'a pas pu. Merci, belle journée. Et voilà, belle journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.